Le 21 octobre, alors 21 octobre, 18 novembre et 9 décembre. Gérard vous parlera tout à l'heure de notre prochain intervenant, Maître Itéanu, pour le 21 octobre. Donc, vous savez qu'à partir de demain, vous pouvez vous inscrire auprès de moi pour cette conférence. Et je répète, enfin, je dis pour les nouveaux qu'on ne s'inscrit pas une fois pour toutes pour toute l'année, mais on s'inscrit à chaque fois. Hein, voilà, pour être sûr que ce ne soit pas juste une formalité et puis qu'ensuite on oublie de venir. Donc voilà, c'est important. Merci à notre intervenante Catherine Gabé de ce soir. On est vraiment très heureux de t'accueillir. Notre autre intervenante, comme l'a dit Gérard tout à l'heure, est souffrante, donc Clarisse ne sera pas là ce soir, mais on la remercie parce que c'est elle qui, depuis plus d'un an, fait les comptes rendus qui sont mis sur le site de l'ARCSI. Donc c'est vraiment très gentil de sa part et très utile pour tout le monde, et en particulier ceux qui ne peuvent pas venir. Donc voilà, donc les consignes, vous les connaissez pour ceux qui sont des habitués et pour les nouveaux. On écoute l'intervenant ou les intervenants, mais on ne les interrompt pas pendant la présentation. Vous pouvez poser des questions sur le chat et à la fin de la séance, en direct, vous pourrez poser vos questions. Donc voilà. Eh bien, Gérard, je te passe la parole et je vous souhaite une bonne conférence et à tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vous rassure, hein, bien que n'étant pas là, Clarisse fera le compte-rendu en se basant sur le replay. Voilà. Donc, on la remercie infiniment et on la fera intervenir pour le quart d'heure des associations au lundi de la cybersécurité d'octobre, parce qu'elle le mérite vraiment. C'est une élève très brillante qui est en master 2 cybersécurité e-santé de Ahmed Merawa. Voilà. Donc, moi, je vais vous parler traditionnellement du prochain lundi de la cyber. J'ai déjà commencé avec Clarisse qui occupera un quart d'heure. Bon, c'est sur la directive Nice 2. On ne sera pas les seuls à en avoir parlé, certes, mais là, le titre est très intéressant, qui est dû à l'intervenant dont je vais vous parler. Directive Nice 2, transposée en droit français, un changement majeur pour la cybersécurité. Vous remarquez une chose? Au lieu de cybersécurité, ça serait sécurité tout court, ça serait des alexandrins parfaits. Directive Nice 2 transposée en droit français, un changement majeur pour la sécurité. Hein, on sent la poésie. Donc, l'intervenant sera Maître Itéanu, Olivier Itéanu, qui est avocat à la Cour d'appel de Paris depuis plus de 30 ans et qui est un grand expert engagé dans la sécurité du numérique. Il enseigne le droit du numérique en Master 2 à Paris 1 Sorbonne. Il enseigne aussi le droit du numérique dans un master à l'université un peu plus à l'est de droit de la cybersécurité des activités spatiales, quelque chose comme ça. Hein, j'ai mon fils qui l'a fait, donc bon. L'université de Sceaux, voilà, je pense qu'il enseigne toujours. Donc, Olivier Théanu nous parlera de la transposition de la directive NIS 2 en droit français, c'est-à-dire que ça a été, il y a eu pas mal de travail de l'ANSSI déjà là-dessus. C'est initialisé par la communauté européenne et ça intéresse les 26 États de la CEE. Et que dire? Eh bien, le 17 octobre de mémoire, ça va être porté au Parlement. Donc, le Sénat et l'Assemblée nationale vont voir comment l'implémenter en droit français. C'est une directive, ce n'est pas un règlement où on ne discute pas, c'est comme ça, comme le RGPD. La directive, ça s'interprète. Alors le 17 octobre, ça peut shifter en raison des événements de dissolution de l'Assemblée nationale. Bon, enfin bref, en octobre, c'est parti et c'est bien parti. Et ça va favoriser la résilience en Europe dans le numérique. Et on en a vraiment bien besoin. Je pense que Catherine Gabé sera d'accord avec moi, à qui je vais donner la parole très vite. Donc, Olivier Théanu, c'est un écrivain aussi dans la cybersécurité. Un livre très connu, c'est Tous cybercriminels.
aux éditions Jean-Louis Lafon, vendu à 10 000 exemplaires, par exemple, et son dernier ouvrage, Quand le digital défie l'état de droit, chez Erol, prix spécial du jury au FIC 2017. Voilà, donc ne ratez pas cet événement. À partir des jours qui viennent, vous aurez le matraquage de la publicité dessus. Vous vous enregistrez auprès de Béatrice et le 21 octobre, 18 heures et même 17 heures si vous voulez discuter, vous êtes connectés. Donc, Catherine Gabet va nous parler qui est présidente, directrice Non, non. adjointe au contrôle du spectre. Enfin, Peu tu directrice diras, adjointe du contrôle du spectre. va nous Oui. parler des attaques sur les radiofréquences. Et vous poserez vos questions après. Catherine, à toi. Merci Gérard. Euh, alors, je vais essayer de partager donc mon écran. Vous coupez le Partager. micro, hein, ceux qui l'ont encore. Et Voilà. le... Alors, j'ai beaucoup de slides. Il y en a sur certains, je passerai sans doute assez vite parce que, effectivement, vous verrez, il y a beaucoup d'exemples et j'aurai sans doute pas le temps de faire tous les exemples. Ah, il y a quelqu'un qui a posé une question et qui a levé la main, Madame Boucher. Je ne sais pas s'il y a une question qu'elle veut poser maintenant. Non? Non? Bon. Ouais, je vois une C'est petite une main levée. breaking news Oui, qui vient de normalement, on ne prend pas tomber. les questions maintenant, hein. Non, Après, non, parce que sinon... c'est juste une breaking news. Stéphane Séjourné remplace Thierry Breton. Oui, oui. Si vous êtes initié en géopolitique, c'est très inquiétant. Bon, Voilà. on verra ça tout à l'heure, On là. On verra n'a pas tout le temps à Voilà. l'heure. d'arriver. Oui, oui. Voilà. Ok, très bien. Enfin, très bien, je sais pas. Enfin, voilà, moi, je ne suis pas sur ce sujet. Alors, donc, je suis la directrice adjointe du contrôle du spectre, c'est une direction hein, de l'Agence nationale des fréquences que je vais vous présenter au passage aussi, parce qu'on est quand même un domaine assez peu connu, sauf par les experts en fréquence. Et il n'y a pas des experts en fréquence dans toutes les industries, même si, alors, j'arrive pas à passer au slide d'après, donc je vais trouver un autre moyen. Je vais essayer comme ça marche pas. Alors, attendez, comment je fais pour passer le slide d'après? Ça, c'est nouveau, ça. Alors ça c'est fort. Attendez, il y a peut-être un truc là. Parce que si je peux pas passer. Alors, je retente. Voilà, ça marche. Pardon. Bon, les technologies sans fil. Je euh, reprends si- vous le vous moment de m'entendez? votre cas. Ah, je vais désactiver moi les micros à distance. Alors, la numérisation des échanges, tout ce qui est numérique, ça s'accompagne d'énormément de développement de liaisons sans fil, en fait, parce que la connectivité, effectivement, la fibre est haute, mais il y a beaucoup de connectivité sans fil. Donc, en fait, avec la numérisation croissante, on a aussi une augmentation des usages du spectre, une augmentation des usages de radiofréquences pour ou communiquer ou bien envoyer des informations, des ordres, etc. Euh, un petit dessin à droite, voilà. Qu'est-ce qui se passerait si on remettait un fil à toutes les activités sans fil qu'on peut trouver aujourd'hui? Il est quasiment impossible de trouver une activité, une infrastructure dans un domaine économique, sociétal ou régalien qui va pas utiliser à un moment donné une techno sans fil. Parce que ça peut être n'importe quoi, la techno sans fil. Hein. C'est pas forcément des réseaux, des gros réseaux. Ça peut être simplement du Bluetooth, du RFID, le Wi-Fi qu'on utilise tous, donc les réseaux privés. Voilà, c'est vraiment quelque chose. Recevoir le GNSS, le GPS, c'est aussi sur des fréquences. Hein. Donc, c'est très difficile de trouver une application qui, à un moment donné, n'a pas une ou plusieurs connectivités hertziennes qui sont indispensables à son fonctionnement. Le spectre, c'est l'ensemble des fréquences, il est défini par l'UIT, entre 9 kHz et 300 GHz. Des réglementations sont élaborées parce que c'est un espace qui est, euh, qui est stratégique, mais qui en même temps est une ressource rare, avec les fréquences n'ont pas toutes les mêmes qualités, il y en a qui vont loin, il y en a qui vont moins loin. Euh, Cet espace est très utilisé d'ores et déjà et sert à des activités essentielles. Et comme il y a des besoins de plus en plus euh, importants pour des voitures connectées, que sais-je, enfin toutes les flottes de satellites qui deviennent de plus en plus nombreuses, euh, il faut des réglementations, il faut des normes.
et c'est un domaine qui fait partie du domaine public de l'État, donc qui est géré en France, et comme les autres pays, de façon souveraine. Alors, un petit schéma euh, que vous pouvez trouver sur le site de l'ANFR, le tableau national de répartition des bandes de fréquences, un petit peu stylisé malgré tout, parce que c'est encore plus complexe. Et on voit que dans cet espace, ben vous avez du monde, hein. Donc, vous avez à la fois des services, donc différents types de services de radiocommunication qui sont définis. Alors, j'ai mis ça en tout petit, mais c'est pour être vraiment, j'ai essayé d'être un petit peu, comment dire, faire quelque chose d'assez complet malgré tout, donc ça ressemble plus à des slides, je m'en excuse, ça ressemble plus à du texte, mais les bandes de fréquences, une bande de fréquence, c'est entre une fréquence, entre deux valeurs exprimées en Hertz, hein, par exemple, je sais pas moi, de 100 MHz à 200 MHz, on pourrait dire que c'est une bande de fréquence. Donc il y a des bandes de fréquences qui sont attribuées à des services de radiocommunication. Ça peut être de la radionavigation, ça peut être de la téléphonie mobile, ça peut être plein d'autres choses. Ensuite, une fois que vous avez attribué par service, au niveau international, mais ensuite au niveau national, qui est à peu près cohérent avec ce qui se fait au niveau international, ces services sont ensuite attribués quelque part, enfin, il y a des affectataires du spectre. Donc, ça veut dire que je ne sais pas si je peux revenir en arrière, dans ce schéma-là, selon les couleurs, vous avez des services différents, vous avez des attributaires différents. Vous voyez que dans certaines bandes, ils sont plusieurs. Il y en a des fois qui sont prioritaires, des fois ils sont à titre égal. Il faut que tout ça fonctionne, d'où l'intérêt des règles, de la réglementation et d'un certain nombre voilà, à suivre strictement pour limiter les risques de brouillage, que ce soit euh, aux limites entre deux services de fréquence ou quand il y a des partages dans une même fréquence. Souvent, il y a des règles spécifiques ou des équipements du coup qui permettent de scanner, par exemple, pour éviter certaines fréquences. Donc ces affectataires, bah, c'est l'ARCEP qu'on connaît bien, qui donne des fréquences aux opérateurs mobiles, mais qui gère aussi des fréquences dites libres, mais qui ne sont pas si libres que ça, parce qu'il y a des règles, le Wi-Fi, par exemple, le RFID, mais il y a le ministère des Armées, le ministère de l'Intérieur, l'aviation civile, l'espace, la météo, qui a des fréquences, des radars et autres, le ministère de la Recherche, et puis l'ARCOM pour ce qu'on connaît bien sûr pour ce qui est télévision et radio. Mais également, vous avez l'administration des ports et la navigation maritime, hein, les fréquences de secours en mer, etc. Voilà. Alors, le brouillage, le petit dessin à droite, je trouve qu'il montre bien les choses. C'est-à-dire que euh, bah, quand vous avez des technologies filaires, je dirais que l'équivalent du brouillage, c'est je coupe le fil. Le brouillage, finalement, ça va empêcher sur cette fréquence de la transmission des communications ou des données qui étaient censées y passer. Alors, ça peut ou réduire en fait la capacité, je dirais, de transmission, ou ça peut l'empêcher totalement, donc aller jusqu'à un déni de service. Et selon le service qui va être brouillé, qui utilise cette bande de fréquence, vous pourrez avoir des situations, oui, économiquement pénalisantes, mais également des situations dangereuses pour la vie si vous empêchez des appels d'urgence, par exemple. Alors, le fait de porter atteinte à la disponibilité des informations, et c'est ce qui se passe, hein. Du coup, si vous coupez finalement par un brouillage, finalement un lien sans fil, hein, c'est un peu ce qui se passe, que les données n'arrivent plus de là où elles doivent arriver, le service, le système, l'application qui en avait besoin peut ne plus fonctionner et on peut aller jusqu'à un déni de service. Si le leurrage, c'est autre chose, c'est plus critique même, puisque c'est envoyer des informations erronées sur une bande de fréquence. Par exemple, le leurrage ou le spoofing du GPS. J'envoie des fausses coordonnées. Par exemple, je suis un navire, je pêche à un endroit où je ne suis pas censé pêcher, j'ai pas le droit. J'envoie des fausses informations pour faire croire que je suis à tel endroit sur le signal GPS, par exemple. Mais ça peut être d'autres usages, bien sûr, militaires. Et comme c'est un des trois concepts de la sécurité de l'information, finalement, le brouillage, même, je dirais, si c'est effectivement, c'est pas le plus inné peut-être, mais c'est quand même une menace cyber du fait de son effet, qui est un effet en sécurité de l'information. Le caractère non intentionnel du brouillage fait qu'effectivement, on en parle sans doute beaucoup moins que les attaques cyber qui sont
souvent réellement offensives, hein, mais c'est pas parce qu'un brouillage va pas être intentionnellement offensif qui ne pose pas problème. Il aura les mêmes effets dans tous les cas. Et puis, on a pas mal de brouillage par négligence, des équipements qui ne sont pas entretenus, qui ne sont pas utilisés comme il faut, ou je ne connais pas la réglementation, je m'en fiche. Et ben, c'est quand même quelque chose on peut qualifier de quand même relativement intentionnel. Ça engage la responsabilité de son auteur. Alors, j'ai regardé un petit peu avec les méthodes des BIOS et autres sur comparer, comparer le brouillage avec les attaques informatiques plus classiques, on va dire. C'est vrai que le profil d'attaquant, le mot attaquant est un peu, c'est ce qui gêne un peu peut-être pour le côté brouillage, et c'est pour ça qu'il est souvent, enfin, on l'attaque peut-être moins dans la liste des risques, on y pense moins. C'est que souvent les cas sont non intentionnels ou non offensifs intentionnellement. Si je brouille l'aviation civile parce que j'ai un préampli télé qui s'est mis à dériver, globalement, euh, bon, là, c'est un problème de maintenance et autres, mais à la rigueur, je ne suis pas forcément super responsable parce que je ne pouvais peut-être pas le voir. C'est pas hyper intentionnel. Bon, alors ça va le devenir si quand l'agence va venir sur place, vous dites non, non, je veux garder mon préampli télé tel qu'il est, je ne veux pas l'enlever, etc. Là, vous deviendrez effectivement, là, on pourra dire que vous savez que vous brouillez, que ça devient offensif intentionnellement. Mais globalement, la plupart des cas sont pas offensifs, hein. On n'est pas sur un terrain de guerre électronique, et bien heureusement en France. L'espace géographique, le brouillage, contrairement aux attaques informatiques qui viennent, enfin, peut-être pas tout le temps, mais quand même assez souvent d'assez loin, on va dire, de pays lointains, le brouillage, il est mené en général d'un lieu, enfin, en France, et d'un lieu plus ou moins proche de la victime. Ça peut être un peu éloigné, hein. Un réseau Wi-Fi qui brouille un radar météo, il peut être à 100-150 km du radar météo, mais ça reste quand même sur le territoire. Et quand c'est pas sur le territoire, eh ben, on s'envoie des demandes de traitement de brouillage d'un pays vers l'autre. Des règles ont été édictées pour ça, donc ça s'appelle les brouillages aux frontières. Quand je pense que le brouillage est dû à mon voisin, ben, je lui demande d'intervenir. Donc l'investigation, ben, c'est effectivement elle est menée sur le territoire national. On a des équipements techniques, mais on a aussi des agents assermentés habilités. Donc, on est à la fois effectivement dans la technique, mais également dans l'aspect judiciaire déjà, puisque pouvoir d'enquête et pouvoir faire des procès-verbaux d'infraction qu'on envoie au procureur le cas échéant. On est bien sûr toujours très proportionné, hein. Je le rassure, le préampli télé, on ne va pas faire un PV d'infraction immédiatement. Sauf si vraiment la personne ne le change jamais et devient extrêmement vindicatif. C'est arrivé peut-être une ou deux fois. En- et en cas de brouillage dans la source d'un autre pays, mais on a des règles d'intervention entre nous et ça se passe plutôt bien. Mais enfin, oui, ça se passe bien. Après, il y a des pays qui interviennent plus ou moins rapidement, on va dire. Et puis, l'agence en charge de la police du spectre, c'est la NFR, pas toujours très connue, on va dire. Alors, les brouillages ont des causes extrêmement variées, ce qui rend effectivement la recherche compliquée aussi. Ça peut être des équipements, des fréquences radioélectriques donc, qui sont utilisées de manière non conforme. Par exemple, j'ai un équipement que j'utilise dans des fréquences amériques au lieu d'utiliser les fréquences Europe, j'ai pas le bon module. Bon, bah, de temps en temps, les fréquences ne sont pas complètement alignées entre les régions du globe et vous tombez sur quelqu'un d'autre, sur une fréquence autre et donc c'est une utilisation pardon, illégale de fréquences qui va créer son autre problème. Les brouilleurs, bien entendu, ça, c'est une cause de brouillage évidente puisque c'est fait pour. Malheureusement, on les trouve trop facilement sur Internet, même si la possession et l'usage sont interdits. La compatibilité électromagnétique, ça, c'est un grand sujet, une grande cause de brouillage très complexe qui peut venir d'un équipement radioélectrique, donc qui est fait pour émettre, hein, je dirais par exemple un talkie-walkie, un équipement qui effectivement émet de la radio, mais de n'importe quel équipement électrique, électronique. Dès que vous avez de l'électricité quelque part, en gros des alimentations, etc., vous pouvez avoir des problèmes de parasites électromagnétiques émis en excès. Donc ça s'appelle un défaut de CEM, de compatibilité électromagnétique. Et si cet excès de parasites eh ben, il est émis dans la fréquence de quelqu'un qui en a besoin et qui a le droit de l'avoir, etc., bah, ça va causer des tas de problèmes. Le préampli télé, c'est justement des parasites qui se créent, mais ça peut être des lampes LED et autres. Et puis, quelque chose qui est pas le plus évident,
Et d'ailleurs, enfin, c'est vrai que c'est un sujet qui est pas simple quand ça arrive. C'est des sites ou des supports d'antenne. Donc, c'est des infrastructures passives qui elles-mêmes peuvent devenir une source de brouillage parce que comment dire, permettre de développer des petits courants induits, etc. Et ça va créer des sortes d'antennes et ça va faire des produits d'intermodulation. Enfin, c'est extrêmement complexe. Ça s'appelle l'effet du boulon rouillé, d'après l'UIT, hein, qui a écrit un rapport sur ce sujet. Et ça arrive, et quand ça arrive et que c'est extrêmement compliqué, il est important d'entretenir ces pylônes. Alors des victimes, bon, on en a parlé, en fait, c'est tous les affectataires, et puis c'est le grand public aussi, hein, puisque les bandes de fréquences, comme on dit, de plein droit, Wi-Fi, RFID, de temps en temps, il y a des gens qui nous appellent parce que les portails dans la rue ne s'ouvrent plus, le portail sans fil, ou les voitures, les portes de voitures n'arrivent plus à s'ouvrir avec la télécommande. Mais globalement, opérateur de téléphonie mobile, c'est notre top dans les victimes. Bon, ils ont beaucoup d'antennes, ils ont beaucoup de réseaux, ils supervisent. Et il y a effectivement pas mal de sources potentielles. Les opérateurs sont surtout gênés, je dirais, par les répéteurs téléphonie mobile utilisés sans autorisation pour faire de la couverture indoor mobile chez soi, donc à proscrire absolument. Et ensuite, les préamplis télé, justement, qui se mettent à dériver et qui, comme la télé TNT, elle est assez proche des bandes opérateurs mobiles, et ben souvent, quand ils se mettent à faire des choses bizarres au niveau parasite, ils vont émettre dans les fréquences opérateurs mobiles. Donc, c'est la deuxième source pour les opérateurs. Mais après, on a toutes sortes de choses. On va voir ça dans des exemples après. Euh, en brouiller, quelques exemples d'impact, hein, en fait, un brouillage téléphonie mobile, ça peut avoir des conséquences plus ou moins importantes selon, si vous avez un brouilleur qui brouille toutes les bandes, c'est sûr que c'est pire que vous avez brouillé une seule bande parce qu'il pourra passer ailleurs. Mais comme on voit quand même que les réseaux sont extrêmement utilisés, qu'on a besoin de toutes les capacités, le fait de réduire simplement la capacité de déjà poser des problèmes, ça peut causer des coupures ou des pertes de communication, des débits moindres, mais on peut aller jusqu'à empêcher des appels d'urgence. Mais vous avez aussi aussi les téléphones d'urgence, les bracelets anti-rapprochement, donc la sécurité des gens, mais également vous pouvez aussi impacter d'autres utilisations qui utilisent le réseau mobile pour se connecter et servir à d'autres services. Moi, je pense, bon, par exemple, aussi les téléphones d'urgence dans les, dans les ascenseurs. Bon, là, il y a des choses qui est pire que le brouillage. Il y a des gens qui volent les cartes SIM. Enfin, là, c'est sûr que le brouillage est complètement... C'est un brouillage physique, on va dire. Et puis demain, comme le réseau de la sécurité, aujourd'hui c'est du tétra, c'est des bandes tétra qui peuvent aussi des fois être brouillées. On traite des cas de brouillage, hein, bien sûr, par différentes raisons. On a eu une boutique qui avait eu un éclairage LED, on a fait changer l'éclairage parce qu'il brouillait le réseau tétra de la police, bien sûr sans faire exprès, mais ils ont heureusement bien voulu changer leurs équipements d'éclairage, mais il a fallu leur expliquer. C'est pas des sujets simples et puis ça coûte quand même aux gens. Mais demain, vous avez le réseau RRF, là, le fameux réseau radio du futur, qui commence à être déployé, testé, et qui est dans des fréquences opérateurs mobiles. Donc, brouillage opérateur mobile va être aussi synonyme de brouillage de réseau de sécurité. Donc, voilà, ça va complexifier les choses. Vu le nombre de brouillages qu'on a, bon, c'est dans les bandes 700, donc c'est pas toutes les bandes, mais dans les bandes 700, il va y avoir ce réseau de sécurité. Alors, de temps en temps, le brouillage de téléphonie mobile, c'est la pointe de l'iceberg. On a cette affaire dont la télévision avait parlé, et puis il y a eu des articles dans le Parisien, mais également dans l'IB. Les SMS frauduleux étaient envoyés dans ce cas avec des IMSI catchers, donc utilisation totalement illégale par des particuliers, bien entendu. C'est une sorte de grosse antenne relais, en fait, qui fait d'autres choses que antenne relais, mais enfin, la personne se promenait avec une sorte de grosse antenne relais dans sa voiture. Et en fait, ça faisait un brouillage parce que quand il passait, les téléphones choisissent le réseau qui a le plus de puissance. Et tout d'un coup, ils voyaient arriver une antenne relais hyper puissante. Alors, ils se détachaient de là où ils étaient. Donc, ça brouillait finalement le réseau de l'opérateur parce que tous les téléphones se décrochaient. Ils se mettaient sur ce système
qu'il a envoyé des SMS frauduleux, sécurité sociale et autres. Donc derrière, il y a une grosse affaire d'escroquerie. L'affaire est en cours, donc je ne n'irai pas plus loin dans les détails. Mais ça crée un brouillage aussi, comme quoi, voilà, il y a plusieurs, il y a plusieurs niveaux finalement dans certains cas cyber. Là, on a de la vraie cyber attaque informatique, on va dire, et puis en même temps du brouillage, mais qui est aussi de la cyber quelque part. Voilà. Alors, pourquoi aussi le brouillage peut être considéré comme la cyber? C'est considéré comme ça par l'ANSSI, effectivement, dans son guide sur les objets connectés. Voilà. Donc effectivement, ils ont bien ajouté le fait que dans les risques à prendre en compte, il y a le brouillage. Voilà. Bon, après, ils ont oublié de parler de la NFE. Il faudra leur expliquer. Faudra peut-être rajouter dans la version d'après pour que les gens effectivement qui ont un brouillage extérieur, hein, si c'est dans leur système, on n'y pourra rien, mais si c'est un brouillage qui vient de l'extérieur, effectivement, ils ont intérêt à savoir comment ça fonctionne. Voilà, on n'est encore pas forcément connu par tous ces utilisateurs d'industrie 4.0 et autres, mais ça va devenir important qu'ils nous connaissent. Voilà, puis le cas particulier du brouillage GNSS, c'est, on en parle beaucoup, hein, parce que c'est vrai que sur les théâtres de guerre, c'est la première chose qu'on brouille ou qu'on leurre avec des fausses informations, mais c'est aussi quelque chose au niveau civil qui est extrêmement utilisé, et on oublie que c'est utilisé pour se synchroniser aussi beaucoup. Donc se positionner, ça paraît évident, mais se synchroniser, le GPS, c'est souvent une source de temps. Le GPS, Galileo, GLONASS pour les Russes, Beidou chinois. Tous les domaines utilisent le GPS. Et effectivement, un brouillage, ça peut avoir des conséquences critiques sur des services qui ont besoin du GPS. Ça peut être aussi, ça peut être l'aviation civile, hein, bien sûr, qui, avec des aéroports où on atterrit au GPS. Donc, dans ces cas-là, il faut qu'il y ait de la visibilité pour atterrir éventuellement à vue. Ou ça peut être aussi des opérateurs mobiles. Les antennes 5G sont synchronisées par du GPS. Et donc, il faut effectivement qu'elles soient, enfin, voilà, elles peuvent être gênées fortement. Si elles perdent leur synchro, l'antenne, au bout d'un moment, plus ou moins long, va fonctionner correctement. Il y a eu un rapport en France, donc j'ai mis le lien, qui a été fait sur les risques en fait d'une altération, donc par brouillage, hein, bien sûr, du GNSS, mais ça peut aussi être par des orages magnétiques, hein, plein d'autres raisons, ou parce qu'un récepteur est en panne, mais globalement par brouillage souvent, sur différents secteurs critiques de la société civile, secteurs stratégiques. La liste est à droite, vous voyez pour la synchro, l'énergie, les communications, etc., qui utilisent le GPS pour ça, la localisation, le transport, paraît logique, et puis de temps en temps, ils utilisent les deux, bien sûr, synchro et à la fois la géolocalisation. C'est intéressant, il y a une partie publique hein, qui est visible de cette étude. Et puis, si on en parle de plus en plus, on commence à parler du leurrage. Alors, c'est surtout certaines zones hein, aujourd'hui, mais bon, c'est quand même problématique. Il y a un article intéressant dans Epsilon qui est paru récemment sur ce sujet, suite à pas mal d'articles aussi de pilotes d'avions qui ont commencé à témoigner du sujet. Voilà. Alors, le cadre légal, on est dans un cadre légal. Donc, le brouillage, c'est un délit, 6 mois de prison, 30 000 euros d'amende. Bien sûr, c'est la peine maximale. Euh, et bien sûr proportionné. On va proportionner puisqu'on peut mettre des procès-verbaux d'infraction, mais comme je disais, on peut commencer en Julien Courbet dans certains cas, c'est-à-dire qu'on va faire du conflit de voisinage, on va faire de la médiation. Et puis s'il y a vraiment, on sent qu'il y a de la responsabilité ou de la mauvaise foi ou autre, on peut faire effectivement émettre un procès-verbal qui sera transmis au procureur pour poursuite pénale. Les brouilleurs en France sont interdits pour tout. Alors, détention, utilisation, la vente, le cadeau. Offrir un brouilleur est interdit. Bon, mettre un brouilleur en décoration chez soi, ça a peu d'intérêt. À savoir quand même que certains pays européens, dans certains pays, la possession n'est pas illégale, même si l'usage est bien illégal. Donc voilà, on est un des pays qui a quand même un texte là-dessus qui est bien utile. Et puis, moi, je suis en train de voir, voilà, travailler avec les autres pays européens, on essaie de sensibiliser. Ça serait bien que la possession soit interdite partout. Et le problème, c'est que malgré tout, la vente sur Internet
se fait, est difficile à contrer. C'est souvent des plateformes avec des sites de pays lointains, donc les actions sont pratiquement impossibles. Et puis les plateformes sont responsables qu'a posteriori, donc c'est un petit peu compliqué encore de lutter contre cette vente un petit peu trop facile, qui, qui fait que des gens s'achètent ça parce que leurs ados utilisent Internet la nuit et qui veulent ils ont trouvé que le brouilleur était la solution la plus simple et ils brouillent tout le quartier ou bien des chauffeurs de camions qui ne veulent pas montrer leur position à leur employeur. Et en finale, avec un petit brouilleur à 10 euros, bah, ils brouillent à 2 km au-dessus des avions et donc on intervient parce que tel aéroport, les pilotes se plaignent parce que de temps en temps, quand ils arrivent, ils perdent le GPS. Voilà. Donc c'est critique. C'est vraiment critique, les brouillages, plus ou moins on va dire, mais il y a des cas très critiques. Le cadre légal, c'est pas simplement l'utilisation des fréquences selon le tableau qu'on a vu, hein, utiliser des fréquences qui sont à soi ou des fréquences dites libres, mais selon les bonnes règles. C'est aussi les équipements. C'est-à-dire que les équipements doivent être construits de telle manière qu'ils ne brouillent pas, que ce soit des équipements radio, directive RED, ou des équipements électriques électroniques. Euh, ils ne doivent pas créer de perturbations à des services radioélectriques. Alors la réponse de l'ANFR à cette menace de brouillage, vous me dites hein, si j'ai encore du temps. Cette menace de brouillage, l'ANFR, c'est un établissement public, on dépend du ministère de l'économie et des finances et de la souveraineté économique et numérique. Voilà, il manque un petit bout. On gère la planification, donc toutes les négociations à l'international pour cette bande de fréquences qui après apparaît au plan national, mais au départ, il y a des discussions internationales puisqu'il y a des nouveaux utilisateurs qui veulent des fréquences en plus, hein. Par exemple, les opérateurs mobiles, ils ont envie de fréquences dans la 6G. Donc, il va falloir discuter où se mettre. On a vu qu'il n'y avait pas beaucoup de place, donc il y a des grandes discussions compliquées pour essayer de pouvoir offrir des fréquences pour de nouveaux services. Il y a des innovations constantes. Et donc, voilà, ça, c'est des négociations importantes. Ensuite, il y a la gestion des fréquences, donc le tableau de répartition, mais également les autorisations d'émettre. Tout ce qui a de plus de 5 watts doit être autorisé ou on ne peut pas émettre. Autorisé par l'agence avec un processus pour vérifier qu'ils ne vont pas créer de brouillage, a priori, avec leurs voisins. Et puis le contrôle, ben, le contrôle du spectre, c'est lutter contre les brouillages de façon préventive. On va sur le terrain vérifier les réseaux, vérifier des sites avec des antennes de télévision, d'opérateurs mobiles, du ministère de l'Intérieur pour voir si c'est conforme. Donc ça, c'est prévenir. On va développer des actions pédagogiques aussi, et puis curatives. Ça, on instruit les cas de brouillage qui nous sont signalés. Donc, bah, on en a 1500, 1800 par an, ou plus de 1600 d'ailleurs. Et voilà. Et donc, ça, c'est ce qu'on nous signale, sachant que je suppose il y a beaucoup plus de brouillage que ça. C'est toujours le haut de l'iceberg, mais voilà, on est bien occupé. Alors, on a des agents assermentés habilités qui sont équipés d'équipements sophistiqués. On est à peu près 120 personnes pour le contrôle du spectre sur les 300 personnes de l'agence. Et parmi eux, donc des agents de contrôle vraiment qui vont sur le terrain à partir des différentes implantations sur toute la France et dans les territoires et départements outre-mer. Alors, je ne sais pas s'il me reste beaucoup de temps, mais je vais essayer de passer. C'est peut-être là que c'est plus rigolo, en fait. C'est Ah, mais tu as les le cas de temps, brouillage. Catherine. J'ai un Tu peu as de le temps, temps. c'est bon. Vous me Oui, direz, tu hein, as parce 30 que, minutes, hein. Tu as encore 30 minutes. Tu ah peux, bon? donc, Parce que je parle très très oui. vite peut-être, hein, mais comme ça, il y aura des Oui, oui, questions. c'est très bien, Ça continue. va? Ok. Voilà, Parfait. ça va. Ok. Alors, quelques exemples de brouillage traité, ça me permet au passage de présenter bah, justement des causes de brouillage, pourquoi et comment on aurait pu éviter, parce que ça fait partie aussi des messages importants. Bon, j'aime bien ce petit dessin aussi, c'est le premier wireless signal interference, le premier brouillage sans fil. Bah, en fait, il y a quelqu'un qui finalement est dans la bande de fréquence, là au milieu, et qui envoie quelque chose, et ça. Voilà. Bon, bref. Bah, c'est mon interprétation, j'aime bien. Je ne sais pas la source de ce dessin que j'ai trouvé sur Internet. Je cherche désespérément, mais en tout cas, voilà. Il y a très peu de dessins sur les brouillages. Ça reste un domaine encore mystérieux et peu connu. Alors, la première cause de brouillage, notre number one, je ne sais pas si on... alors, number one, mais des problèmes, on va dire. Je pense que
Bouygues ne dira pas l'inverse, hein, mais ce sont les répéteurs de téléphonie mobile. Les gens vont se retrouver, par exemple, avec des murs épais, etc. Ils ne reçoivent pas bien la couverture mobile en intérieur. Ils disent, tiens, je vais m'acheter un répéteur. Alors, c'est un peu compliqué. C'est vrai que l'achat du répéteur n'est pas interdit, mais c'est un équipement radio. Il y a des règles d'utilisation et il y a des restrictions d'usage, hein, sur les répéteurs. Donc, et les restrictions d'usage, c'est attention aux fréquences. En fait, ils ne pourront pas l'utiliser s'ils n'ont pas l'autorisation des opérateurs mobiles. Une fois que vous l'avez acheté, à mon avis, essayer d'avoir l'autorisation, ça va être compliqué. Et puis l'opérateur ne va pas gérer en fait l'installation, donc vous ne l'aurez pas. Donc c'est notre première cause de brouillage parce que ça a fini par, enfin c'est mal réglé, c'est mal installé, ça dérive, enfin toutes sortes de raisons. Mais voilà, tout ce qu'on peut dire, faites autre chose et notamment répéteur Wi-Fi. Bon, sûr, s'ils n'ont pas non plus de Wi-Fi chez eux, bon, ça devient compliqué, mais le répéteur Wi-Fi, c'est bon. Vous pouvez faire de la voix sur Wi-Fi, c'est impeccable. Et puis après, il y a d'autres solutions selon les espaces que vous avez, les entreprises et autres, à voir avec les opérateurs. Mais de toute façon, ça brouille très souvent, on arrive. Vous êtes une entreprise, là on fait en PVI, hein, parce qu'on essaye de contrer un petit peu ce problème. Ça crée quand même vous brouillez tout le quartier, donc c'est pas top. On a eu un cas à Paris assez sympa, avec une récidive. Alors, j'étais bien énervée parce qu'il brouillait une partie assez importante, plein d'antennes relais, et la personne savait. Donc là, c'est vrai que c'est parti en procès verbal, etc. Et on va voir ce que ça donne, mais c'est vraiment une plaie. Voilà, je le dis. Donc là, on a un autre cas avec un répéteur. C'est un répéteur sur un navire, hein. Bon, mais c'est la même chose, c'est le même problème. C'est à Tahiti. Alors malheureusement, moi je suis pas allée faire l'enquête à Tahiti, mais on a une antenne là-bas, donc voilà, qui traite aussi quand il y a des brouillages. Alors, utilisation illégale de fréquences, parce que finalement, le répéteur, c'est utilisation illégale de fréquences opérateurs mobiles. Mais là c'est un cas complètement différent. C'est au niveau maritime, une expérimentation du NAVDAT, que je ne dise pas de bêtises, je ne sais plus exactement le terme, voilà, qui est un système de transmission euh, amélioré pour, euh, pour pour les informations de détresse, etc. Enfin, les choses très importantes pour les navires. Et on avait des pêcheurs qui s'étaient mis dans cette fréquence pour sans doute échanger des adresses de pêche, je ne sais quoi, pour pas être écoutés par d'autres, hein, donc qui se mettent dans des fréquences qui ne sont pas faites pour ça. Et malheureusement, cette fréquence qui n'est pas faite pour ça, ça a empêché une expérimentation importante. Alors, on a tout un système d'antennes, un réseau d'antennes dans les bandes HF. C'est un très grand champ d'antennes à Rambouillet, qui a permis de localiser les fameux pêcheurs qui discutaient, et puis de leur répondre et de leur dire d'arrêter leurs utilisations illégales, ce qui a suffi. Voilà. On n'a pas été plus loin, mais ils ont bien vu qu'on savait où ils étaient et l'expérimentation a pu reprendre. Bon, c'est un exemple, hein, de fréquences maritimes sur lesquelles on peut intervenir. Là, c'était aussi toujours une fréquence sans autorisation, donc c'est un cas un petit peu, bon, je sais pas si c'est amusant. Enfin, tous nos cas sont un petit peu rédigés d'une façon aussi un petit peu amusante parce qu'on essaie de pousser les gens à les lire pour aussi apprendre. En fait, c'est certaines fréquences, notamment quand on veut faire du GPS augmenté avec une base RTK, il faut prendre une fréquence PMR, donc une fréquence privée. Mais il faut prendre une licence pour ça. Donc là, visiblement, l'université savait sans doute pas ou avait oublié ou quoi. Et s'était dit, tiens, moi, je vais prendre cette fréquence-là, 459,55 MHz pour ma base, pour pouvoir discuter avec mon petit robot. Ils avaient un petit robot autonome tout à fait sympathique sur le toit de l'université, sauf que quand ils émettaient, enfin leur base RTK émettait, elle émettait finalement cette bande qui n'avait pas été demandée et qui n'aurait pas été accordée. On leur aurait donné une autre licence pour une autre bande parce que cette bande était utilisée de l'autre côté du Rhin par nos voisins allemands qui n'étaient pas très contents et qui avaient un réseau, d'ailleurs je ne sais pas s'ils l'ont toujours, un réseau installé le long du Rhin pour relever les niveaux de radioactivité. Je suppose que quand il y avait Fessenheim, ils n'étaient pas rassurés. Enfin,
Mais bon, ça a été réglé, ils ont pris une licence. Mais la connaissance, c'est pas simple, de la réglementation des fréquences est essentielle. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment développer, puisqu'on voit que dans toutes sortes de services, on utilise de plus en plus de techno hertziennes. Et ben, en même temps, il faut faire une attention, porter une attention très importante à la façon qu'on l'on peut ou pas utiliser ces fréquences, les règles et autres. TNRBF, dont j'ai parlé au tout début, Tableau national de répartition des fréquences de la NFR, il y a tout dedans, c'est une bible. Après, si c'est un peu compliqué, on peut poser des questions à la NFR par web aussi. Faut pas hésiter. En zone portuaire, brouillé en zone portuaire, là, c'était dans les Antilles, un ferry. Chaque fois qu'il arrivait, ben, ça brouillait le port, les gens ne pouvaient plus payer par carte bleue, etc. Pourquoi? Parce qu'il avait un système DECT pour les communications sur le navire, sauf que son système DECT était en fréquence US, mais les Antilles, bien que étant dans une zone, je dirais, géographique plutôt Amérique, les Antilles françaises sont dans la zone Europe, et donc il faut passer en fréquence Europe ou couper son DECT qui est en fréquence US. C'est assez spécial, c'est sûr, c'est un peu compliqué. Voilà. Et puis, ça nous a permis de réviser les règles pour les différents domaines maritimes, les domaines avec la souveraineté de l'État français et nos capacités d'enquête, etc. Voilà. Mais c'est vraiment, c'est vrai que tout ça demande, on n'utilise pas des fréquences de façon anodine. Voilà, c'est ça que ça peut rappeler, ce genre d'affaires. Bon, alors le cas grand classique, c'est j'ai une petite caméra sur mon camping-car, enfin si j'ai un camping-car, hein, ou sur ma voiture pour caméra de recul, mais en Wi-Fi. Bon, jusque-là, tout va bien. Sauf que elle brouillait l'opérateur mobile parce qu'elle émettait dans une bande opérateur mobile. C'est-à-dire au lieu d'être dans la bande Wi-Fi Europe en plus, parce qu'il peut y avoir une petite différence dans le 2,4 GHz, elle avait dérivé, elle était tombée chez les opérateurs. Voilà. Là, elle avait vieilli, mais de temps en temps, on a quand même pas mal de cas où on trouve des caméras de surveillance que les gens mettent sur leur maison avec la sonnette et autres, qui émettent dans des bandes tout à fait exotiques qui sont même pas des bandes Wi-Fi en Europe, même dans le monde d'ailleurs. J'ai cherché parce que des fois ça peut être une bande Asie, hein, parce qu'il y a quelques bandes qui sont différentes en plus. Et pile, c'est les opérateurs mobiles. Bon, ça, c'est un vrai problème qu'on rencontre quand même assez régulièrement. Donc, peut-être quelques équipements à aller surveiller sur le marché au niveau Wi-Fi. Alors, c'est ça, c'est justement ce cas-là. Là, c'était opérateur mobile qui était brouillé sur sa bande de fréquence. Alors, c'était quelle bande? C'était la bande des 2.6, oui, forcément, par par une caméra sans fil, vidéoprotection sans fil d'une entreprise qui était dans des fréquences extrêmement étranges. Elle tombait pile dans l'opérateur mobile et c'est même pas une fréquence Wi-Fi Asie, parce que de temps en temps, on a des problèmes de modules qui ne sont pas les bons modules. Voilà. Et donc, on a eu plusieurs fois ces situations. On a voulu écrire aussi cette enquête pour essayer de partager autant que possible avec le public. Que là, c'est vraiment du grand public, hein, à chaque fois, ces brouillages. Alors, Radio Pirate, il y en a de moins en moins, hein. Il y a eu une époque où j'étais née, mais j'étais pas à la NFR. Je pense que j'étais née, ouais. Mais on n'est plus dans l'époque de la chasse aux radios pirates. Ceci étant, là, il y avait une radio pirate illégale et qui, en plus, brouillait les fréquences radio utilisées pour l'aéroport entre la tour de contrôle et les avions. Un petit peu gênant. Donc voilà, tout ça, ça a été. Bien sûr, la NFR trouve tout, hein, avec ses équipements. Donc, pu faire stopper cette émission illégale et revenir à la situation. Bon, il y a eu une suite judiciaire hein, dans ce cas-là, bien sûr. Réseau Wi-Fi non conforme à la réglementation. Ça, c'est un autre sujet extraordinaire, parce que ça arrive quand même relativement souvent. On fait beaucoup de communication là-dessus. On fait beaucoup de choses aussi en surveillance de marché pour vérifier les bandes Wi-Fi qui sont sur le marché. Une borne Wi-Fi, dans la bande 5 GHz extérieure, ça doit scanner. Pourquoi ça doit scanner? Parce que dans la bande 5 GHz, il y a le Wi-Fi, mais il y a une petite partie de la bande avec des radars météo. Et le radar météo, c'est quelque chose d'extrêmement sensible qui envoie
qui envoie une fréquence, qui envoie un signal qui va rebondir sur des gouttelettes d'eau, et à partir de là, qui va déterminer s'il va pleuvoir, où, quand, comment, etc. Ça envoie jusqu'à 150 km et ça reçoit en retour, donc c'est extrêmement sensible. Si un réseau Wi-Fi n'a pas scanné et se retrouve finalement en visu du radar météo, et ne le voit pas visuellement parce qu'il est à 100 km peut-être, hein, ou 150, et ben le radar météo va recevoir des signaux bizarres, il va se dire tiens, il pleut là-bas, mais que nenni, et en fait, ça va l'empêcher d'avoir des prévisions sur une zone. Donc c'est extrêmement critique et c'est extrêmement complexe à trouver. Donc on développe constamment des méthodologies, des choses pour trouver, parce que vous pouvez aussi tomber sur d'autres Wi-Fi sur les 100 km qui ont l'air qui sont dans le radar météo, mais finalement qui ne brouillent pas. Donc des fois on fait éteindre, on rallume, c'est pas le bon, etc. Bon. Voilà, là c'était assez original. C'était une petite borne pour faire des selfies sur la terrasse de la Tour Montparnasse qui renvoyait la photo vers le labo par Wi-Fi. Sauf que bah, il n'était pas conforme et il brouillait le radar de trappe. Alors bon, ça n'était qu'à 35 km celui-là, hein, c'est pas très loin, on a eu des cas beaucoup plus loin. Mais c'est vraiment... donc il faut vraiment utiliser des Wi-Fi conformes et il ne faut pas les trafiquer surtout. On ne sait jamais. Il ne faut pas enlever le DFS, il ne faut pas enlever le scan, etc. Là, pareil, alors ça c'est... On en a fait plusieurs dans notre ouvrage parce que c'est vrai que et dans les newsletters, parce qu'on a voulu vraiment communiquer, notamment vers les mairies qui utilisent beaucoup du Wi-Fi pour des systèmes de vidéoprotection et qu'on trouve beaucoup dans ces situations pour qu'elles puissent ben, déjà discuter avec leurs installateurs pour se faire installer des choses qui sont correctes. Voilà. Donc, voilà, on a dans toute la France. Les fréquences dites libres. Alors ça, il y a des fréquences qu'on dit libres, et alors c'est vraiment un mauvais terme, parce qu'on a l'impression qu'on peut faire ce qu'on veut. Par exemple, le Wi-Fi, bah, le fameux RFID, le Bluetooth, des bandes dans le 868 pour des objets connectés, le Sigfox, etc., qui s'appelle plus Sigfox, je ne sais plus le nom maintenant. Enfin bref, toutes ces qui servent souvent à des capteurs, hein, qui servent donc pour faire des territoires intelligents, des entreprises qui veulent superviser. Bon bah voilà, on a des règles à suivre. Et alors, la problématique des bandes dites libres, bon, c'est qu'elles ne sont pas protégées. Alors, on dit contre les brouillages, mais ce n'est pas exact hein, dans les termes de la RCEP. Elles ne sont pas protégées contre la saturation. C'est sûr que s'il y a beaucoup de personnes en même temps dans le Wi-Fi qui utilisent correctement le Wi-Fi, mais qui sont nombreuses, ben, ça sera saturé, ça ne marchera pas bien. Ça, ben, c'est gratuit, c'est comme ça. Par contre, si quelqu'un utilise une bande libre et de façon illégale et du coup empêche tous les autres brouilles, bon, bah là, c'est illégal. C'est vrai que l'autre utilisateur sera protégé. Mais bon, c'est complexe hein, et bon, on a quand même régulièrement des cas à traiter. Là, c'était un cas de relevé de compteur d'eau, donc ça a été une technologie Wise hein, maintenant qui finalement je pense c'est l'après Sigfox, je crois, non, je sais pas trop. Enfin, bon. En tout cas, qui permettait de remonter ça pour une mairie, sauf que ça fonctionnait plus. Donc, ils nous ont appelés, brouillage, catastrophe, etc. Alors, les bandes libres, bon, nous, on est un peu, quand on reçoit, on se dit, bon, est-ce que c'est pas juste de la saturation? C'est compliqué. On espère pas être surchargé un jour, mais c'est vrai que ça devient problématique. Et là, on a trouvé effectivement quelque chose d'illégal. C'est-à-dire que quelqu'un a été dans la bande libre, mais utilisait beaucoup trop. Il y a des taux d'occupation, voilà, 10%. Là, c'était 30%. Bah, il empêchait tous les autres de fonctionner. Et en plus, la bande libre n'était pas ce qui était le plus intéressant pour lui, parce que c'était vraiment un service de sécurité, de supervision de pipeline. Donc voilà, on a trouvé ça, mais c'est vrai, c'est compliqué. C'est compliqué ces usages, et c'est vrai que quand on veut faire des objets connectés, l'industrie 4.0, il faut vraiment réfléchir à quelle bande de fréquence on veut, bah, quitte à prendre une licence. Plus, ça ne vient pas vers la NFR, hein, même si on gère les licences des réseaux privés, c'est l'ARCEP qui récupère les fonds. Donc je ne dis pas ça pour avoir des budgets ni rien, mais voilà, il faut vraiment choisir en fonction. Si c'est vraiment quelque chose de sécurité, ben, il faut prendre quelque chose de plus en bande avec licence où vous êtes tout seul et vous êtes beaucoup plus protégé. Et puis, inversement, sinon, ben, il faut savoir que de temps en temps, ça peut saturer. Là, on avait aussi une bande libre, ben, c'est les bandes RFID. Donc, je parlais, ben, les RFID, ça sert là, c'est pour les passes de ski. Vous passez votre passe.
Et je vais directement au brouillage. En fait, il y a une antenne relais sur un versant de la montagne qui était totalement brouillée dans sa bande 900. Et puis, et puis en face, la piste de ski. Et les agents ont trouvé une borne pour passer les passes de ski en RFID. Et je ne sais pas ce qui se passait. Ils avaient mis un module US, donc en fréquence RFID US, et tout n'est pas complètement pile poil entre les différentes régions. Et donc le RFID aux États-Unis va dans le 900, et le 900, c'est un opérateur. Voilà. Et donc ça posait problème, ça a été réglé. On a eu des boutiques comme ça qui ont commencé à équiper toutes leurs boutiques de France avec des modules US. On a vu une, deux, trois, on a dit stoppez tout, au secours, attention, parce que brouiller la téléphonie dans tout le quartier à chaque fois. Voilà, donc il faut faire très attention à avoir des fréquences adaptées, etc. Un découplage insuffisant entre antennes aussi, ça peut créer un problème, saturation. Là, ce qui est amusant, c'est que c'était sur le Marion Dufresne, c'est quand même un navire qui va dans les terres australes. Et ce navire, il a un port d'attache à La Réunion, qu'on a une antenne à La Réunion et qu'il est resté 3 jours, on a pu en grande urgence aller les aider à trouver d'où venaient leurs problèmes. Ils avaient mis un système en fait, de recherche très intéressant sur leur navire pour mesurer le temps de réception du GPS et voir l'humidité, le taux d'humidité de l'air, etc., de l'atmosphère. Donc, très bien, sauf qu'ils ne comprenaient pas, ils étaient tout le temps brouillés sur leur GPS. Ils l'avaient installé après tous les autres équipements en radio du navire qui fonctionnaient parfaitement, bien sûr, c'est toujours très très bien géré. D'ailleurs, nous-mêmes, nous faisons les contrôles d'équipement sur les navires radio, donc le reste allait très bien. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont installé leur équipement avec leur antenne GPS, voilà, mais à côté d'une autre antenne, Iridium, qui n'émet pas la même fréquence, mais à côté, et qui sature. Comme les récepteurs GPS sont extrêmement sensibles, ils sont vite saturés quand ils sont à côté d'une antenne dans une bande proche. Le GPS qui arrive sur Terre, que vous recevez, il est 1 million de fois plus faible que ce qui sort de votre téléphone. Voilà. Donc, ça donne une idée de la facilité à broyer le GPS et pourquoi on a pas mal de soucis. Mais en même temps, c'est bien le GPS, le Galileo. Voilà. Il faut le protéger. Et bien pareil, la mamie là, qui avait sa box. Ah, j'entends du bruit. Pardon? Ah, non. Non, il y avait Là, quelqu'un, j'ai arrêté, il y ah, avait pardon. quelqu'un qui avait laissé, je viens de Son détendre. micro? Ouais. Alors là, faut faire attention aux mamies. Des fois, les mamies, quand même, font des choses bizarres. Donc ça, c'était la mamie qui brouillait, qui brouillait le GPS et Galileo d'un industriel très performant dans le domaine. Mais c'était pas un hacker russe déguisé, mine de rien. C'était juste une mamie qui avait une box internet qui s'était mis à émettre dans la fréquence GPS pour une raison voilà, de défaut, de vieillissement, de tout ce qu'on veut. Mais a été surprise de nous voir arriver, c'est surtout ça, quoi. Voilà, donc son fils est venu, etc. On lui a, on a fait changer sa box très vite par l'opérateur qui l'avait fourni, ça s'est bien passé. Mais comme quoi, tout peut arriver, franchement. Bon, voilà, donc j'aime bien dans le petit dessin qu'ils ont fait dans l'ouvrage. Attention aux mamies. Voilà. Alors, le son qui coupait la 4G, il y a d'autres appareils, il faut faire attention. Enfin, faut faire attention à rien parce qu'on ne peut pas le savoir. Si on achète un appareil CE, avec un marquage CE, donc normalement, il est censé, et non pas China Export, un vrai CE, le vrai marquage Europe, qu'on on l'utilise conformément au guide, qu'on l'installe comme on a dit de le faire, qu'on ne fait pas n'importe quoi, voilà, que quand il est complètement abîmé ou que je sais pas quoi, on s'en sert plus. Normalement, tout se passe bien. Mais malgré tout, des fois, ça vieillit. Et là, c'est un casque sans fil qui brouillait sur plusieurs kilomètres. L'opérateur mobile, donc il brouillait à 10 kilomètres autour, la 4G, en plus de la seule antenne relais de la commune, donc ça posait quand même un petit souci de connectivité, de couverture, voilà, mobile important. Mais on a eu pareil avec. Donc là, au lieu d'émettre dans sa fréquence, moi, je t'ai mis à émettre dans la fréquence d'opérateur. Il a dérivé. On a aussi des fois avec des babyphones. Voilà. Tous ces appareils connectés peuvent, effectivement, peuvent être en défaut, peuvent se mettre en défaut. Bon, si vous achetez un truc déjà qui est pas CE, c'est pas bien, parce qu'il va être en défaut peut-être tout de suite, il va peut-être être dans les fréquences US, mais voilà. Grand classique, mais faut-il le trouver? C'est-à-dire que de temps en temps,
il faut rentrer dans un immeuble et trouver dans quel appartement vous avez le fameux casque. Voilà, on ne sait pas ce qu'on trouve, ce qu'on cherche au départ, mais le fameux casque qui finalement est l'objet du délit. Voilà. Le bip ne répond plus, donc les pompiers ont un petit bip. Et là, on a un système fixe aussi avec des antennes Gonio qui nous permettent de superviser et de chercher quand il y a des brouillages dans les bandes, plutôt les bandes de sécurité, aviation civile, etc. Et en supervisant ce système, les agents qui sont côté de Lyon ont vu que dans une fréquence de sécurité hein, pour les pompiers, ces fréquences du bip, il y avait une émission permanente. Ils se sont dit, ouh là là, ça marche pas ça. Ils ont appelé la caserne qui a dit, oui, il y a un problème. Et puis, ils ont, avec le signal qu'ils avaient, l'orientation avec le goniomètre, ils sont partis sur les routes. Et ils ont un goniomètre aussi sur le toit du véhicule qui les a menés à peu près à 90 km à vol d'oiseau. Et c'était une autre antenne S10, en fait, des pompiers, mais qui était en défaut qui a été réparé. Et voilà, on trouve des choses, toutes sortes de choses arrivent. Et effectivement, les émetteurs en défaut, ça peut aussi causer des gros soucis. Filtrage insuffisant sur les émetteurs radio FM. Ça, c'est un grand, grand classique. Les pilotes d'avion qui pardon, tout d'un coup entendent dans leur cockpit non pas la tour de contrôle ou un autre pilote, mais de la musique ou une émission radio. Bon, en tout cas, c'est assez facile déjà de savoir quelle radio c'est en général. On nous appelle, ils sont civils, et puis on trouve, voilà, on va trouver, en général, c'est un défaut de filtrage, c'est que l'émetteur est beaucoup trop fort, ou des produits d'intermodulation et autres, et voilà. Et donc, bon, ça arrive pas tous les jours, mais ça arrive quand même. C'est un cas classique, on va dire, de brouillage de fréquences de l'aviation civile dans les bombes VHF. Voilà. Pour la VHF, vous avez le maritime aussi. Et là, c'était sur le port de La Rochelle. Il y avait un brouillage dans un canal communication port-navire. euh, En cherchant bien, parce que c'est quand même, je crois que le premier port de plaisance de France, quand même, il y a du monde. Dans un petit voilier, un émetteur VHF s'était mis en défaut, mais pas tout le temps. Intermittent, plus compliqué, mais trouvé, résolu. Alors là, on fait des grands événements. Je ne parlerai pas des JO, hein. Bon, ça s'est bien passé, mais je ne ferai pas le bilan des brouillages dans les JO. C'est une autre fois peut-être, parce que, on n'a pas encore fait tout le rétex, hein, mais voilà, bref. Mais en tout cas, là, c'est un des grands événements sur lesquels on est intervenu, on intervient régulièrement, c'est le prix de l'Arc de Triomphe. Et on vient un petit peu avant pour vérifier des choses, installer des matériels, voir des fréquences. On a vu des choses bizarres dans une fréquence pareille, une fréquence libre encore, hein, dite libre, mais avec des règles. Et on n'a pas le droit d'émettre de façon permanente, puisqu'on a vu il y a des temps de cycle sur les fréquences pour permettre à plusieurs utilisateurs d'être dans cette fréquence. Et chacun communique à tour de rôle, et normalement, ça doit se passer correctement. Et ben, en plus, c'était problématique, parce que c'est la fréquence, enfin, une des fréquences utilisées pour ouvrir sa voiture à distance. Donc voilà. Bon, voilà, ça a été réglé, émetteur en défaut et automobiliste coincé sur le parking, mais tout ça a été géré par la NFR. On a trouvé la source et on a fait stopper l'émetteur défaillant. Alors là, VHF, émetteur en défaut. Donc là, c'était vraiment grave parce que c'était vraiment la fréquence canal 16 de la VHF. Donc quand c'est canal 16 de la VHF, déjà VHF marine, c'est urgent, c'est ça la sécurité, mais là, c'est le canal de détresse. Donc, ça veut dire que dans le cross, ils entendaient un bruit permanent, une émission permanente, et un bruit, pareil, c'est terrible, et toute une zone dans laquelle ils ne pouvaient ni émettre, ni recevoir un appel. Donc, vous imaginez la problématique. Bon, il y a d'autres canaux, donc j'imagine que ou d'autres méthodes, hein, mais grosse, grosse problématique. Donc, on intervient immédiatement. Et en fait, les agents, en cherchant à partir du bord, ils ont pointé vers les éoliennes. Sur les éoliennes, il y a souvent des gens qui travaillent, ils étaient là. Et en fait, eux-mêmes, sur les éoliennes, ils ont installé des antennes VHF pour leur sécurité, hein, pour pouvoir faire des appels de détresse. Il y avait une antenne qui était en émission permanente. Voilà. Donc ça a été euh, voilà, résolu. Alors, le gros problème, là, c'est un sujet, c'est un cas, mais on a eu plusieurs cas. On a un autre cas là qui est résolu sur toute la France et qui est du même type. C'est-à-dire que les objets connectés, les machines connectées, euh, vous avez
Donc souvent, enfin, vous avez plusieurs types de connexions, mais il y a pas mal de cas avec des modems, des cartes SIM. Voilà. Et on a eu plusieurs cas de brouillage. Là, c'était des voitures. Donc on a eu plusieurs cas. Donc c'est vrai qu'on a bien travaillé avec le constructeur, etc. Tout le monde a cherché d'où ça venait. Ils ont fait des tests avec l'opérateur. Enfin, c'est très compliqué. A priori, un modem un peu faiblard, un peu faible, et une release du modem, une nouvelle version logicielle a permis qu'il soit plus résistant et qu'il ne se mette pas. Parce qu'en fait, il se mettait de façon, alors, pas forcément aléatoire, ils n'ont pas forcément réussi à reproduire exactement ce qui s'était passé, mais à un moment donné, le modem se mettait en émission permanente. Et on avait le brouillage avec un modem en émission permanente, donc c'est dans le TCU de la voiture, qui est un boîtier de connectivité avec le constructeur, mais avec aussi l'utilisateur de la voiture qui peut mettre le chauffage à l'avance, etc. Bref, euh, qui se mettait donc dans cette émission permanente sur toute la bande, et ça brouillait mais l'opérateur mobile d'une façon absolument démentielle. Voilà, donc ça pouvait se résoudre en faisant un reset, mais le reset ne permettait pas de s'assurer que ça ne reproduirait pas. Donc il y a eu un travail de fait avec le constructeur, avec celui qui lui a fait son modem, et ils ont vu des releases. C'était sur une partie des véhicules, et on n'a plus jamais entendu parler de cas comme ça. Donc on est bien content. Mais on a Excuse-moi, eu d'autres. Catherine, il reste 5 minutes à peu près, si on Ok, veut te dire. Parce qu'il y a beaucoup de voilà. questions sur le chat Oh et on veut mince, que bon tu aies alors je le vais temps vite, de les voilà. lire. Mais ça c'est important parce que c'est vrai que ça, quand on fait des objets connectés, qu'on est dans l'industrie, qu'on met des modems, eh ben, on peut se retrouver responsable de brouillage assez compliqué. Et puis après, quand il faut remettre tous les modems à jour, trouver d'où ça vient, c'est pas simple. On a eu un autre cas, ils ont fait une release de tous leurs modems sur toute la France. Ça a été long, c'est bien, ils sont en train de le faire sur le monde entier, hein. Donc je pense qu'on aura d'autres sujets comme ça. Voilà. Alors ça, les brouilleurs, bon, c'est un grand classique, hein, mais brouilleurs téléphonie mobile, j'ai pas besoin d'expliquer ce que c'est. Celui-là, il est génial parce qu'on est intervenu avec la BRI quand même, parce que c'était un quartier un peu compliqué, donc la BRI est venue carrément. On a demandé un OPJ, mais ils ont eu carrément l'équipe complète. Mais enfin, bon, en même temps, il ne faut pas recevoir un frigo sur la tête quand on est à l'agence des fréquences, quand même, ça peut être dangereux. Et c'était comme la personne habitait en hauteur à Clermont-Ferrand, il brouillait quand même 24 antennes relais. Donc ça doit parler à Bouygues Télécom, ça. C'est-à-dire que c'était pas un petit brouillage, donc c'était vraiment problématique. Le père de famille, solution radicale, mais complètement illégale, il brouillait toute la commune de minuit à 3 heures du mat, toutes les nuits, parce qu'il avait trouvé un brouilleur sur Internet pour empêcher ses enfants d'utiliser leur téléphone la nuit. Voilà, mauvaise idée. Et puis, un cas assez marrant, vous verrez, parce que tout ça, il y a les liens, c'est sur le site Internet, les enquêtes de la NFR. Un électrosensible qui considérait que les ondes lui faisaient du mal, qui dormait avec un brouilleur parce qu'il se sentait mal quand il était avec un brouilleur qui, au contraire, aimait beaucoup d'ondes. Bon, je ne vais pas dans les détails. Mais enfin, il nous a fait 3 récidives, ça a fini au tribunal. Il n'était pas méchant, mais il a fini par quand même bien comprendre ce qui était important parce il brouillait vraiment loin et beaucoup d'opérateurs. La mamie, encore une mamie, hein, les mamies, il faut se méfier, moi je dis. Je sais pas, vous avez trouvé cette idée, c'est acheter un très joli brouilleur qu'on voit là, dans un pot de fleurs extérieur, pour empêcher les jeunes de traîner devant chez elles. Voilà, bon, elle brouillait toute la ville, c'était gênant. Un brouillage GPS, ça, j'en ai parlé un peu au début, mais c'est un vrai sujet. Donc, on a eu le cas de Nantes où des avions ne pouvaient pas décoller parce qu'ils ne pouvaient pas initialiser leur position avec un petit brouilleur dans un véhicule garé sur le parking de l'aéroport. On a eu plein de cas, hein, mais on a eu une voiture avec un petit brouilleur sous forme de clé USB, en plus il se déguise. On a eu plusieurs cas, dont Marignane, avec des trafics d'essence, dont brouilleur dans les camions-citernes, donc plusieurs choses en parallèle, un peu compliquées, et puis voilà, bon, cas classique, hein. Les hélicos du SAMU perturbés près de Lille, voilà, pareil. Alors là, on a trouvé un brouilleur dans une voiture et le lendemain, 2 brouilleurs dans une maison et puis le cabanon de jardin. Donc, pour diverses raisons, hein, pas toujours très claires dans leur utilisation. Ce que j'adore, c'est l'étiquette RFID, parce que j'ai parlé du module RFID. Ça, c'est évident quand on prend des fréquences US que ça va brouiller, mais c'est le module. Donc, le module, on se dit, je suis actif. Bon, c'est vrai, c'est un module, j'aimais, choisis la bonne fréquence. L'étiquette anti-vol, normalement, on se dit, bah, il ne va rien se passer. Déjà, elle n'est pas active, il faut l'activer. Sauf que ben, ce n'est pas un seul cas, on a eu plusieurs cas. On a eu un cas avec là, un sac à main dans un appart.
Donc, il y avait un brouillage opérateur mobile. Les agents ont fini par arriver en cherchant avec leur bâton de sourcier, enfin leur antenne. Ils ont monté les étages dans un immeuble, ils sont tombés devant, alors chez une dame qui était un peu stressée hein, par l'affaire, mais bon. Et ils ont fini par trouver un sac à main. Ils se sont dit, mais pourquoi? Et en fait, dans la bulle au sac à main, il y avait une étiquette anti-vol, pas désactivée. Ça peut arriver hein, pour plein de raisons. Quand le sac à main était dans le salon, qui était à 15-20 mètres d'une antenne relais sur l'immeuble d'en face, l'étiquette était activée par l'antenne relais. En répondant, elle brouillait tout le quartier. Mais pourquoi elle répondait alors que les étiquettes RFID en Europe, c'est du 800 machin 68, je sais pas quoi, enfin bref, je sais plus exactement. Mais parce que cette étiquette, finalement, elle marchait aussi avec les fréquences US RFID, donc dans le 900, et donc l'opérateur dans le 900, bah, il était comme finalement un interrogateur, un portique anti-vol, et il activait la puce RFID. Il y a des puces globales qui marchent partout, et des fois on a des cas bizarres. On a eu des palettes comme ça sur un terrain, tout avec une puce RFID. Bah, voilà, ils ont fait un hangar depuis. Voilà, les parasites préamplis télé, grand classique, bon, j'en ai parlé. Donc ça, c'est des choses. On a eu dans un camping-car un très vieux ampli télé qu'on voit là, tout jauni, caché derrière je ne sais où, qui servait plus mais qui était branché. Ben, il brouillait les fréquences de l'aéroport de Nantes dans les fréquences VHF des pilotes. Voilà, comme quoi c'est critique en fait, des choses critiques mais qui paraissent un peu bêtes au départ. Et puis tout ce qui est CEM, parasites, alors là on trouve des trucs extraordinaires auxquels on n'imagine même pas. Un câble HDMI qui brouillait les pompiers. Un câble VGA, pareil, hein, entre un connecteur d'écran, enfin entre un ordinateur et un écran. Sauf que là, c'était à Bercy au dernier étage. Alors c'est notre tutelle, donc j'ai un peu honte d'en parler. Je voulais anonymiser l'enquête, on ne l'a pas anonymisée, mais bon, ils ont été très gentils. Et ça brouillait Bouygues qui était installé sur la gare de Lyon en face. Voilà, tout ça pour un câble dans un bureau au dernier étage de Bercy. Euh, et puis, les lignes d'électricité, les problèmes de lampadaires, les écrans publicitaires, j'arrête, le dressing, les lampes LED, tout ça, ça peut créer des parasites. Celle-là, vous la lirez, elle est sympa, c'est la lampe UV. C'était pour faire des cultures d'intérieur, mais qui ne sont pas des cultures forcément tout à fait, voilà, comme il faut, on va dire. Et puis, la protection du spectre, c'est l'affaire de tous. Donc là, ce que j'ai voulu aussi présenter, voilà, et ce qu'on essaie de faire, c'est de la pédagogie pour être vigilant, connaître la réglementation pour pas causer de brouillage. Et puis également, ce qu'on veut aussi, c'est passer le message pour se faire connaître, accroître sa résilience pour que les gens nous connaissent. C'est-à-dire que quand ils sont brouillés, qu'ils sachent comment réagir efficacement et surtout en nous contactant, en nous demandant d'intervenir, puisqu'on a des pouvoirs pour ça, des capacités, des matériels. Voilà. Donc on a pas mal d'actions pédagogiques. On a un newsletter, on a un livre, voilà, le petit livre, des conférences, dont celle d'aujourd'hui, bien entendu. Et puis ce message que je trouve essentiel, ce sera la conclusion, c'était dans République Haïti, donc Bertrand Lemaire, un DSI, un RSSI, un gestionnaire de risque doivent prendre en compte les difficultés possibles liées au spectre dans leur analyse de risque. Donc il faut prendre le brouillage en compte dans son analyse de risque. Euh, Même si c'est un petit risque par rapport à plein d'autres risques peut-être qui sont plus compliqués à résoudre et autres, mais si on ne le prend pas en compte, le jour où ça arrive, les gens ne s'en rendent pas compte et on ne sait pas comment réagir et on peut être très ennuyé. Un data center, c'est souvent synchronisé par du GPS. Voilà. Donc voilà, nécessité de développer une culture du spectre. Et le bon moment, avec la directive NIS 2 dont on parlait, la directive REC, Transpo, et puis on parle de plus en plus de convergence cyber-IT, cyber-OT, la cyber-OT tout simplement, les menaces hybrides. Je pense qu'il y a des choses qui se passent et c'est l'occasion voilà, d'intégrer dans sa liste de risques, hop, brouillage, et puis après de commencer à réfléchir à la question. Voilà. Merci Catherine, Super, c'est très intéressant. Oui, super. oui, on Le voit problème, la c'est que j'ai vu que vulnérabilité. tu avais 89 slides Oui, j'en et ai d'autres, mais il c'est il après, y a beaucoup de vous en questions qui savoir sont plus, posées par c'est chat. Ouais. des articles de presse, les gens en verront après, quoi. Voilà, c'est pour dire que ça commence à prendre un peu le sujet. Allez-y. Oui, j'ai regardé du coup pendant ce temps-là c'est là les chats, Oui, c'est ça? voilà. Ok. En Et tout cas, donc, on voit tu qu'il as à faut peu être près un quart d'heure. respectueux des règles et ne pas fonctionner dans l'égalité et avoir les fréquences adaptées, hein. En tout Et puis cas, quand on ouais, est un industriel qui utilise des fréquences, il faut savoir effectivement les utiliser, ouais, mais il faut ouais, savoir aussi que nous, s'ils ont un problème, on va intervenir. ouais, Il faut aussi parce que tout brouillage peut intervenir, on voit bien que le risque zéro n'existera jamais. S'ils oui, ne savent pas, par exemple, si les compteurs d'eau, les remontées, la ville ne nous avait pas demandé, ils seraient toujours avec leur compteur d'eau qui ne remonte plus, quoi. ouais. En tout Voilà. cas, merci, c'est vraiment très intéressant.
Merci Oui. beaucoup. Alors, les questions maintenant. Donc, Catherine a parlé. Maintenant, elle va lire Oui, le chat et elle revient dans 10 minutes à peu près pour en parler. Elle a mentionné souvent un ouvrage, Brouillage d'ondes. La NFR mène l'enquête. Lisez-le, c'est passionnant. Il y a pas mal de pages. Ce que je voulais dire, c'est qu'en l'absence de donc, Clarisse Véran, qui aurait dû animer le quart d'heure des associations, pour laisser le temps à Catherine de lire les questions. Les questions, elles peuvent être aussi posées en direct, il faut lever la main hein, seulement. Ce que je propose, c'est de faire intervenir à la place de Clarisse Véran, qui aurait parlé de ses comptes rendus, mais on l'a fait intervenir au lundi de la cyber d'octobre. Elle a une migraine, bon, ça sera calmé. Ce que je propose, puisque nous avons deux généraux avec nous, Jean-Louis Devigne, qui est le président d'honneur de l'ARCSI, et Didier Louten, qui est le président nouveau de l'ARCSI. Si vous vouliez intervenir pour présenter l'association, Didier, vous êtes avec nous aussi, et Jean-Louis. Jean-Louis est Jean-Louis encore se là? connecte, enfin Oui, se Je met suis le là, son. mais oui. Active le j'espère que microphone. c'est Olivier qui parle, s'il est là. S'il est encore là, parce que j'ai vu qu'il Oui, je ne suis pas remerciait. sûre que le président Et de je, l'ARCI je active soit vérifie, là, sur la liste des participants, je ne vois plus Oui, Didier. Non, mais il vient de Oui. dire au revoir. oui, Ah oui, Bon, sur le chat. oui. Alors, OK. Jean-Louis va nous parler de je, l'ARCI. je veux bien refaire un petit couplet sur l'ARCSI, dire que Merci. l'Association des réservistes du chiffre et de la sécurité de l'information est l'association la plus ancienne qui s'occupe de cybersécurité, puisqu'elle a été créée en 1928, donc juste 10 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, au cours de laquelle les gens du chiffre s'étaient illustrés, notamment en permettant la dernière grande victoire contre les Allemands. Bien, l'ARCSI compte environ 350 membres. Elle s'est ouverte progressivement en fonction de l'évolution des technologies à toutes celles qui entrent aujourd'hui dans ce qui s'appelait autrefois la sécurité des systèmes d'information, qu'on parle maintenant de cybersécurité, cyberdéfense. Elle s'est ouverte non seulement en dehors du monde militaire, puisqu'au départ, c'était des officiers de réserve qui étaient recrutés au bureau du chiffre, mais elle s'est ouverte à toutes les professions en rapport avec la sécurité de l'information. Donc, ça fait que nous comptons aussi bien des ingénieurs, des chercheurs, des techniciens, des exploitants traditionnels du chiffre et de la sécurité des systèmes d'information, mais nous avons aussi ouvert aux juristes dans ce domaine, les juristes, et Catherine Gabet vient de nous donner quelques exemples où on voit bien que c'est très important. Évidemment, comme on a deux piliers, en gros, un pilier tourné vers le passé, qui essaie d'exploiter le riche patrimoine dont nous disposons, aussi bien patrimoine documentaire que matériel, et un pilier, un pilier tourné vers le présent et l'avenir, avec notamment les échanges électroniques qui se déroulent quotidiennement. C'est vraiment, on a la chance d'avoir des experts de très haut niveau dans tous les domaines de la cybersécurité. Nous agissons à travers des échanges, comme je viens de le dire, électroniques, quotidiens. On édite un bulletin annuel dans lequel on retrouve les deux volets de notre activité. On organise annuellement un grand colloque
Et ces dernières années, il se déroulait à la Bibliothèque nationale de France. On a eu, lors du dernier colloque, la chance d'ailleurs d'écouter une première fois Catherine Gabet. J'ai trouvé que d'ailleurs qu'elle a considérablement enrichi son exposé avec de nouveaux exemples. Je la remercie. Donc, et puis, on participe beaucoup aux grandes manifestations, que ce soit le Forum international de Lille ou maintenant la semaine cyber de Rennes, où on occupe à chaque fois un stand. On participe également à la journée du hack, enfin aux journées du hack. Cette année encore, c'était à la Cité des Sciences, toujours avec des équipes qui présentent aussi bien des activités ludiques pour les enfants que des vieilles machines pour donner le goût de... Et toujours, on a beaucoup de succès avec ces vieilles machines parce que c'est quelque chose de très palpable. Et donc, les gens aiment bien voir ces machines et les toucher. Voilà, donc pour rentrer dans l'association, il faut faire acte de candidature avec une petite lettre de motivation, un curriculum vitae en français et puis bien sûr tout ce qui va bien pour montrer qu'on est intéressé par cette association. La participation demandée est modeste, environ 40 € par an. Voilà. Et puis, donc, vous pouvez toujours candidater. Et si vous avez un parrain qui appartient déjà à l'ARCSI, c'est encore mieux. Voilà, je pense que je ne vais pas m'étendre davantage sur cette association que je suis très fier d'avoir présidée pendant 18 ans et je lui souhaite beaucoup de succès pour l'avenir. Et je reste évidemment très lié à cette association. Béatrice, merci. Merci à toi. Et vraiment, on est très fiers. Enfin, moi, je suis très fière d'avoir été cooptée et d'être membre de l'ARCSI. Merci beaucoup. Tu as compris, Ahmed? Tu as un Oui, parrain qui te parle en ce moment, Oui. possible. Hein? absolument. C'est la lettre de motivation qu'il me reste à écrire. Ah, voilà. Donc, Catherine, tu as eu le temps de lire. Mais je suis très motivé, je suis très motivé. Juste pris par toutes ces tâches au quotidien, on s'occupe beaucoup des autres, des accompagnés, on se néglige soi-même. Mais on contribue avec l'ARCSI donc, au rayonnement donc, de notre domaine, la cyber. Oui, j'ai oublié de dire quand même que l'ARCSI aussi est une source d'informations épatantes, notamment à travers nos veilleurs, qu'il s'agisse de Lionel Guillet ou de Francis Bruckmann. Oui, Lionel est extraordinaire. Voilà. Évidemment, Catherine Gabet est à l'ARCSI, ainsi que Béatrice Laurent, et il y a beaucoup, et moi aussi, et il y a plusieurs personnes ici qui y sont aussi. Francis Bruckmann, Jacques Labidurie, tel que je vois sur l'écran, etc., etc. Et Paul nous en Richie, sommes très fiers. Oui. oui, Lionel Guillet, oui, enfin plusieurs personnes ici présentes, surtout Philippe. Catherine Gabet, donc, et Catherine, ça, c'est vraiment très intéressant, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Je suis ravie d'avoir rejoint l'ARCSI. Ça doit faire un peu plus d'un an. Et vraiment, très contente. Ravie. C'était Alors, moi ton sponsor, je crois. as-tu pu voir les questions qui étaient Oui, posées, oui, Catherine? oui. Alors, Donc, j'ai on vu te les donne la parole. questions. Oui. Ouais. On te donne la parole déjà, puis ensuite Si des gens posent des questions avec la main levée aussi, on alors verra. on demande alors Jacques avait du riz, quelle est ta... Oui. Donc, vous levez la main pour poser Oui. une question si vous êtes en distanciel. Enfin, tout le monde est en distanciel, c'est vrai. Et Catherine va lire donc aussi, enfin, va répondre au chat. Ouais. Jacques avait du riz. Non, je n'avais pas de question. Ah Je n'ai bon? pas levé la main. Donc, La on main Non, est est pas c'est bonne. Monsieur Kondratovic Alors, qui a une Nicolas. question. Voilà, très je, content je de ce vous que ai j'ai entendu. envoyé un Merci mail beaucoup, Catherine. vendredi
avec trois questions. Vous Oui, pouvez mettre votre vidéo et votre son là, hein. mais il l'a mis, il l'a mis. Oui, il y avait trois questions, mais vous pouvez les répéter, hein. Alors, j'ai plus la première. Il y avait- euh, Vous voulez répéter vos questions, peut-être, non? Nicolas, oui, Non? tu peux peut-être redire. Ah, Non, moi, je vais les il y en retrouver a une aussi. Donc. assez longue. Je vais les retrouver, je vais retrouver, je vais retrouver, je vais retrouver, je vais retrouver le mail. Il y en avait en particulier une qui était en Corée du Sud aux Jeux Olympiques. Ah oui. Alors j'ai assisté à ce truc-là et j'ai eu peur, très peur. Ah ouais. Oui, parce que les deux pays, normalement, à la cérémonie d'ouverture, ils le faisaient tout ensemble. Et il y a des pays qui n'ont pas aimé. Et c'était la catastrophe. Ah oui. Non seulement la catastrophe, mais je suis arrivé à Séoul, tout était en panne, plus de télé, plus rien. Ah ouais. Dans la voiture, les garçons et les filles qui avaient des petits jouets, et hop, c'était liquidé. Mhm. Affolant. Oui, alors, ouais, oui, bah ça, Corée du Sud, Corée du Nord, l'un en face de l'autre, oui, oui. Ah ouais, Non, c'est non, pas entre eux, c'est pas entre eux, c'est d'autres qui n'ont pas aimé, d'accord, j'ai compris, oui. oui, oui. Eux, ils avaient décidé de faire l'ouverture ensemble en 2018. Ah oui, d'accord. Bah, le brouillage, hein, de toute façon, c'est une arme c'est la cyberguerre, hein. Enfin, bah, c'est pas bon, la guerre électronique. Ah voilà, j'ai fait un lapsus. Il y a la cyberguerre et la guerre électronique. Bon, moi, je pense qu'en ce moment, les choses se mélangent de plus en plus, mais ça a toujours été, enfin, une arme de guerre, hein, de toute Oui, façon. mais Donc en ça peut être 2018, offensif très facilement. Après, moi, je gère pas ça en France. On a que des cas à peu près classiques. Je vous en rassure. 2018, moi, je savais pas ce que c'était. Peut-être, oui. Ah ben, je sais pas. Après, ça pouvait être de l'attaque cyber. C'était peut-être pas du brouillage. Je sais pas en fait, hein. Moi, les écrans noirs et autres, ça peut. Enfin, on peut faire plein de choses différentes en attaque informatique ou bien Alors, en attaque brouillage ou même en coupant des fibres optiques, hein, on peut faire des tas de choses aussi. Donc, je suis pas. Je ne connais pas ce cas et je j'ai pas les. Moi, je sais pas quelle analyse a été faite à l'époque. mais Je il y en a un découvre. qui a écrit un bouquin très intéressant, c'est Jérôme Bullois. Donc, il a écrit, il a vécu la même chose que moi. Sauf que lui, il l'a mis par écrit D'accord. Ouais, ouais. dans son bouquin, La cyberattaque. Hein, comme Après, ça. il y a il y a des brouillages dont on a déjà parlé dans la presse, hein, donc je peux en parler un peu, mais il y a eu déjà des brouillages de satellites, de télécommunications, enfin pas de télécommunications, de, de, de télévision, hein, pour empêcher que des émissions aillent vers tel ou tel pays. Donc ça, c'est des armes classiques, je dirais, pour empêcher une certaine information et autres. Oui, mais Bon, ça arrive toujours. Ça arrive toujours de temps en temps. Et là, bien sûr que c'est offensif. Ça peut venir d'un pays très éloigné pour des émissions, pour pas qu'elles soient diffusées sur tel pays. Bon, il y a vous vous rendez compte que BBC, Telsat. Kaspersky lui-même a enquêté en Russie pour savoir si c'était russe ou non. Pas mal, hein? Il faut le faire. Ouais. Il y avait la Après, CIA, il y Ah, avait tout le monde a enquêté là-dessus. d'accord. Et il n'y a jamais eu de réponse. Ouais. Bah, après, je sais. Est-ce que c'était un brouillage ou autre chose? Je sais pas. Mais je retrouve vos autres questions, effectivement, qui étaient sur La la 5G. 5G. La 5G, sur la santé. Bah, sur la santé, moi, c'est pas nous, c'est l'ANSES. Mais enfin, je pense qu'on peut être extrêmement rassurant. D'ailleurs, il y a eu une évolution récente, c'est-à-dire que les ondes de téléphonie mobile qui étaient classées comme possiblement cancérigènes, donc au même niveau que le café et le cornichon, ce qui n'est pas non plus une preuve de nocivité, hein, bien sûr, mais ont été déclassées. Donc je dirais que voilà, toutes les études à très long terme, même sur les ondes de téléphonie mobile, sont très rassurantes. Et puis, si on se pose des questions, la NFR, par contre, peut vous orienter vers des labos accrédités pour faire des mesures de champ gratuites chez vous. Et en général, c'est des choses qui permettent de rassurer, de rationaliser les choses, hein, voilà. Voilà, je ne peux pas dire plus là-dessus, si ce n'est que voilà, toutes les mesures de champ il y en a beaucoup qui sont faites régulièrement. La France est un des pays qui supervise le plus les niveaux, avec beaucoup de mesures et autres. Et on a un Mais laboratoire accrédité aussi chez nous, donc voilà, on est vraiment au là, point. Et même sur les téléphones mobiles, on fait attention aux DAS, hein, comme vous le savez.
On avait fait interdire la vente de l'iPhone 12 à un moment donné. Enfin bref, donc on est vigilant. On est vigilant, mais dans un cadre qui est quand même extrêmement rassurant, quoi qu'il arrive. Voilà. Mais, question, on est en 2018 là. On est passé en 2019, le Covid est arrivé. Incidence. Il y a j'ai lu beaucoup de choses là-dessus à droite à gauche sur Internet qui vous disent qu'il y a quelque chose, c'est comme les antennes, tout ça, ça se mélange, on ne sait pas trop comment, etc. Alors ça fait peur aussi, ça. Alors après, oui, on peut. Alors, il y a des gens en plus spécialistes pour vous faire peur. Donc, de toute façon, si on veut avoir peur, là, on trouve des tas de trucs sur Internet, des informations ou de l'information, enfin, du vrai, du faux, du machin. C'est pour ça que il y a l'ANSES, il y a des gens qui font des méta-analyses, il y a des choses qui sont faites selon vraiment la science. Sur le Covid et les ondes, moi, je ne mettrais pas les deux ensemble, hein. Tout ce que je peux dire, je pense que ça n'a rien à voir. Moi non plus. Mais voilà. Moi, il y a une Non, chose non, qui mais m'a Gérard, étonné. oui, oui, ouais. c'est une Il y a question. une chose qui m'a vraiment étonné les semaines passées, c'est qu'on a eu la retransmission des Jeux Olympiques à la télé. On doit dire merci à la NFR. Non, pas qu'à Ah nous, oui, hein, pas qu'à nous, mais non, pas qu'à nous, parce qu'il y a tous ceux qui ont mis en place ça au niveau les opérateurs de transmission, les opérateurs mobiles, etc. Nous, on était là pour effectivement vérifier et puis intervenir. On a eu quelques cas de brouillage, on a traité des choses avec Paris 2024 aussi, qui ont des experts dans le domaine. Et voilà, et on avait beaucoup de gens sur le terrain, donc on avait mis des équipements, on avait vraiment mobilisé énormément de capacités. Il y a eu beaucoup de travail préparatoire aussi, de fréquences attribuées, justement pour éviter les conflits de voisinage, même dans des fréquences dites libres, des fréquences étaient attribuées. Donc, par contre, bah, de temps en temps, il y en a qui faisaient pas ce qu'il fallait. Donc, bah, on était là, on voyait, on supervisait, on corrigeait. Et bah, on est content parce qu'effectivement, oui, ça s'est bien passé, hein. Tout Oui. a été retransmis, on n'a pas vu de panne de micro sans fil. Voilà. Donc c'était un enjeu, c'était un gros enjeu. Et je pense que toutes les équipes, dont la NFR, bah, on est content. Voilà. J'ai vu et que que vous pensez-vous de avez 2030? utilisé pas mal de stagiaires d'écoles d'ingénieurs. Aussi, ouais. Ça Ouais. intéressera Ahmed Merawa, sans doute. Dites-moi, Oui, notamment Absolument. Il y a, Eh que ben, pensez-vous il y de a des 2030? possibilités à la NFR pour tes Les JO stagiaires, de Ah bah là, pour 2030? tes oui, bien élèves. sûr, bien sûr, on aime beaucoup les écoles d'ingénieurs, les universités, les IUT, etc. Là, il y avait vraiment bon, un potentiel pour vraiment faire venir du monde qui a été formé, c'était sympa. On a fait venir aussi tous nos homologues étrangers, enfin pas tous, mais beaucoup de nos homologues étrangers, parce Oui. qu'il a fallu vraiment déployer une force considérable sur le terrain, alors que bah, le contrôle du spectre, en tout et pour tout, on est 120. Il y a eu des personnes d'autres départements de l'agence. Enfin voilà, ça a été vraiment. Puis d'autres agences, aviation civile et autres, qui ont envoyé des gens. Enfin voilà, ça a été une belle affaire, tout En ça. tout Ça cas, s'est bien bravo. passé, on est content. Ah, merci. Mais il y a des gens qui sont plus dedans encore que moi, et qui ont vraiment géré le projet. Mais c'est vrai que c'était un travail d'équipe et une préparation énorme. Ça s'est fait en plusieurs années, hein. C'est vraiment Oui. quelque chose de spécial. Alors, je vais peut-être aller sur les questions qui sont dans le chat, peut-être. Oui, oui, Alors, oui. il y avait des gens qui me posaient des questions, qui me demandent si on peut, Jean Magne, il aimerait bien brouiller, je ne sais pas s'il n'est pas professeur, mais brouiller les smartphones dans une salle de classe. Eh bien, je dis non. Et dans le théâtre, Madame Souvira, je dis non, c'est complètement interdit. Dans le théâtre, ça a été autorisé pendant quelques années, ça ne l'est plus, depuis plusieurs années. Et dans les salles de classe, c'est totalement interdit. Mais on n'arrive pas, on voit bien dans les enquêtes qu'on n'arrive pas de toute façon à gérer un brouillage très très limité. Et en gros, vous allez brouiller tout le quartier. Il y a des brouillages autorisés, par contre. Il y a une question, c'est est-ce qu'on peut brouiller dans certains cas? Dans certains cas très spécifiques, usage étatique, par des acteurs étatiques, par exemple la lutte anti-drone malveillant. Bon, bah, il y a eu, voilà, on peut brouiller un drone malveillant qui arrive vers le président pour éviter on ne sait jamais. Si c'est juste quelqu'un qui s'amuse à prendre des images, bon, on ne sait pas à l'avance, et ben, de toute façon, ça peut être pire. Donc là, on peut brouiller. Donc il y a des dérogations. C'est uniquement pour les services étatiques, pour la défense nationale, la sécurité intérieure et les prisons. Et les prisons, ben, effectivement, c'est important de brouiller, mais c'est pas toujours simple.
aussi. C'est déjà parce qu'effectivement, il faut brouiller l'intérieur, pas l'extérieur, etc. Donc, on a vu avec la prison de la santé, les riverains à un moment qui se plaignaient qu'ils n'arrivaient plus à téléphoner. Donc, c'est tout un réglage très complexe. Et donc, non, bah, dans une salle de classe, non. J'avais eu la question, il y avait des détecteurs de téléphone portable, mais qui n'émettent pas, qui n'écoutent pas et qui n'émettent pas, donc qui ne brouillent pas. Ça, à la rigueur, pourquoi pas? S'il est marquage CE, bien sûr, juste pour voir si quelqu'un utilise son téléphone. Mais bon, il n'y a pas vraiment de solution. Et c'est vraiment très encadré parce que vous allez avoir des effets collatéraux. Et puis, imaginons qu'il y a un appel d'urgence qui se fasse dans la salle de classe, vous ne l'aurez pas. Donc, non, ça ne va pas, hein, parce que maintenant, on a FR alerte. Imaginons, je ne sais pas, parce qu'il faut faire quelque chose. Et si vous avez brouillé les téléphones de toute la classe, ça n'irait pas. Donc, non, les dérogations sont bien encadrées et vraiment étatiques. Alors, on me posait la question aussi sur les règles, les organisations pour le spectre sont-elles pareilles? Bah, tous les pays ont finalement une agence qui fait le contrôle du spectre, mais qui est plus ou moins, qui fait des fois la régulation, enfin, qui n'est pas forcément exactement faite comme la nôtre, on va dire. Nous, on gère le spectre de tout le monde. Par contre, on n'est pas régulateur, on n'est pas l'ARCEP, on n'est pas l'ARCOM, etc. Mais le spectre, il y a aussi des bandes au ministère des Armées, au ministère de l'Intérieur, voilà. Donc, c'est pas qu'à l'ARCEP et autres. Donc, tous les pays ont ça parce que en fait, il y a des règles internationales par l'UIT. Ensuite, au niveau européen, il y a aussi des travaux et un certain nombre de règles. Et il y a des directives aussi pour les communications électroniques. Et ensuite, chaque pays fait son code des postes et communications, en gros, hein, et communications électroniques. Mais du coup, il y a des différences. Les brouillages sont interdits partout, il y a des règles globales. Après, les sanctions sont vraiment pays par pays. Il y a un certain nombre de choses qui sont pas globales. Ce qui m'embête, qui n'est pas global aujourd'hui, c'est la possession des brouilleurs, qui n'est pas interdite dans tous les pays, parce qu'il faut créer une loi spécifique, en fait, un texte spécifique. C'est pas dans l'UIT, c'est pas dans les directives européennes. On n'a pas le droit finalement de faire entrer sur le marché un brouilleur, directive mise sur le marché, mais ça ne dit pas qu'on ne peut pas le posséder. Donc, voilà, il y a des petites subtilités des fois. Et du coup, des travaux dans des groupes européens, des groupes internationaux pour échanger les bonnes pratiques et puis euh, voilà, avoir des règles comment dire, identiques. Les bandes de fréquences sont à peu près pareilles, mais on a vu qu'il y a des petites différences. Il y a 3 régions, il y a 3 zones, donc il peut y avoir des petites différences. Et donc, voilà. Mais au niveau d'une zone, d'une région, il y a des règles à peu près similaires parce que les fréquences n'arrêtent pas aux frontières, mais vous avez quand même des fois des petites subtilités et donc des accords aux frontières pour pas émettre trop fort, pour pas brouiller le voisin qui n'est pas dans la même techno au même moment que vous, qui va y arriver plus tard et que jusqu'à là, il faut un petit peu faire attention. Donc, oui, mais la réglementation, c'est vraiment un sujet inhérent à ce domaine. C'est-à-dire que c'est technique, mais c'est extrêmement réglementé, législatif et autres. Et, euh, et c'est extrêmement complexe que les codes, c'est quand même des empilements de choses. Euh, et on voit la complexité parce qu'on ne parle pas que d'équipement radio, mais il faut quand même mettre aussi d'équipement électrique. Voilà. Et c'est pas de la radio, mais ça peut émettre des parasites dans des bandes de fréquences, donc ça devient un problème radio. Et donc tout ça doit évoluer et on essaie de faire évoluer aussi pour pouvoir mieux lutter, nous. Voilà. Euh, les éoliennes, oui, les éoliennes, des fois, ça peut bien sûr brouiller hein, les bandes de fréquences. Ça, c'est un vrai sujet. Il y a des groupes de travail là-dessus. Il y a des choses qu'on a fait des petites fiches. Enfin, il y a des choses. Il y a des règles aussi, hein. Par exemple, si vous avez une antenne qui supervise, on a des antennes qui supervisent. Il y a des règles d'installation. Il y a des zones dans lesquelles autour, des éoliennes ne peuvent pas s'installer. Quand on a un champ d'éoliennes, il faut encore les mettre plus loin pour qu'on puisse encore continuer à superviser le spectre. Donc, effectivement, ça peut créer des sujets de type brouillage. Alors après, les drones, oui, les drones, c'est des fréquences, hein, bien entendu. On va mettre un fil, hein, ou alors c'est un drone captif, ça peut arriver, mais généralement, ils sont en Wi-Fi pour la commande et puis pour les datas. Il y a du GPS. Et c'est pour ça que dans la lutte anti-drone, hein, il y a des textes spécifiques qui sont sortis il n'y a pas si longtemps que ça, un décret, un arrêté, euh, donc ça, c'est aussi des brouillages autorisés sur certaines conditions pour des acteurs étatiques pour protéger contre les drones malveillants.
Et c'est vrai que dans ces cas-là, ben, c'est ce type de fréquences qui peuvent brouiller. Après, les drones étatiques vont pouvoir, il y a des évolutions peut-être pour se mettre dans des fréquences type opérateur mobile, parce que c'est vrai qu'aussi, on peut avoir pas des brouillages, mais il suffit d'avoir de la saturation Wi-Fi et vous avez pouvoir des problèmes avec votre drone. Donc, tout ça, tous ces usages qui se multiplient, ben, complexifie un petit peu les choses. Voilà. Alors, euh, oui, alors des gens me demandaient comment on peut brouiller dans des lieux critiques. Bah, si on veut pas de problème, on se met dans une cage de Faraday au fond de la cave. Là, c'est bon, il n'y a pas de problème. Utiliser un brouilleur, pareil, c'est des règles spécifiques. Si vous n'êtes pas, si pas la sécurité nationale et que vous n'êtes pas la police pour ces usages-là ou autres, eh ben non. Voilà, voilà, tout simplement. Et puis, euh, alors, quantifier l'indisponibilité GNSS en temps de paix. Bon, on est en temps de paix, ça c'est très bien. Je ne peux pas quantifier l'indisponibilité. On n'a pas énormément de cas de brouillage GNSS signalés. Après, on n'a que le haut de l'iceberg, parce que bon, on a pas mal de chauffeurs routiers hein, qui se baladent avec des brouilleurs. Quand on met un capteur au bord d'une route, on a des capteurs spécifiques. On peut sur des routes fréquentées, on peut en avoir 5 à 10 par jour, des fois on peut en avoir un ou deux, donc c'est très variable. Donc on sait qu'il y a de la circulation. Après, s'ils passent en même temps ou tous les jours et que du coup, bah, ils croisent des avions qui passent au-dessus, qui atterrissent, donc il y a certains aéroports, on a plus de plaintes que d'autres, ça reste raisonnable. Mais, mais ça, c'est un peu une épée de Damoclès. Donc, si on pouvait réduire cette circulation de brouilleurs, on aime bien, on aimerait bien. C'est pour ça qu'on essaie de les attraper. On n'est pas mauvais à ça. Ça finit toujours par une opération conjointe de police parce qu'un véhicule qui bouge ou autre, bon, on ne va pas le faire tout seul. Et puis, on ne sait jamais ce qu'on trouve quand quelqu'un a un brouilleur. Donc, on n'intervient jamais seul dans ces cas-là. Et ça fait d'un. Bon, ils passent souvent au moins un mauvais quart d'heure, hein. Ils peuvent se trouver. Un peu en garde à vue parfois, avec une audition. Des fois, ça va au tribunal. Euh, En général, après, on a une réduction dans la zone. Ils peuvent se parler. Il y a quelques articles de presse, donc ça fait partie de la sensibilisation pour essayer de maintenir ça, d'arriver à résoudre des cas et qu'il y ait quand même des suites. Voilà. Alors, oui, alors oui, les perturbations et les dérives d'équipement, bah oui, c'est sûr. Mais il y a tellement d'équipements électriques, électroniques et autres. Euh, la surveillance de marché elle se fait a posteriori. Donc, les équipements radio, nous, on supervise les équipements radio qui arrivent sur le marché, mais on choisit, on va saisir, enfin pas saisir, on va prélever, faire des tests sur quelques appareils. Des bornes Wi-Fi, par exemple, parce qu'on a eu des cas de brouillage, on va dire, tiens, on va regarder des bornes Wi-Fi, on va vérifier. Si c'est pas bon, on les fait corriger. Des téléphones, s'ils sont pas bons, on peut aller jusqu'à les sortir du marché. Donc, on fait des choses. D'autres pays européens font aussi d'autres choses. Donc, comme tout ça, c'est la même circulation, on se passer des infos. Les équipements électriques et électroniques, c'est pas nous qui supervisons la mise sur le marché, c'est la DGCCRF. Mais c'est vrai que les problèmes de CEM, compatibilité électromagnétique, des câbles pas assez blindés et autres, bon, c'est pas évident. Après, il y a l'usage, il y a le vieillissement, il y a si vous tordez des trucs dans tous les sens, ben, c'est sûr que ça finit par poser problème. Donc, il y a aussi c'est vrai que les gens enfin voilà, il y a vraiment une responsabilité d'usage. Voilà, c'est un problème. Après, si on amène quelque chose d'un autre pays, ben, on a aussi un équipement radio, on a un problème de fréquence. Il y avait eu les colliers de chiens il y a pas mal d'années qui émettaient dans les bandes de l'armée en France. C'était un peu gênant, un collier de chien américain. Voilà, donc faut éviter d'importer des trucs. Et puis, je crois que c'est la dernière question. Ah oui, les répéteurs, s'il y a une question. Alors, les répéteurs qui sont cause de plainte. Non, non, ce pas des répéteurs chinois bas prix machin, c'est des répéteurs tout à fait sympathiques. D'ailleurs, on avait déjà fait des prélèvements sur le marché, ils étaient totalement conformes. C'est simplement que, en fait, s'il est mal installé, l'antenne réémet, s'il se met à dériver, plein de choses. Mais souvent, les répéteurs sont a priori conformes. C'est pas forcément un problème de conformité c'est plutôt un problème d'installation, d'opérateur qui fait bouger son réseau autour et le répéteur, lui, il se met pas à jour parce qu'il peut pas il peut pas connaître tout ce qui se passe sur les antennes qui arrivent, qui viennent en plus. Et en général, les gens en ont mis un, il n'y avait pas d'antenne, une antenne arrive, l'antenne est brouillée. Voilà. D'ailleurs, ils n'ont plus besoin de répéteur dans ce cas-là. Donc ça résout le problème dans tous les sens. C'était un peu résumé, mais c'est à peu près ça. Voilà.
S'il y a d'autres questions, faut pas Bravo. hésiter. Et- Parfait. Donc, on va Si j'ai passer aux pas répondu à questions. certains aussi, hein, ils me disent, hein, parce que j'ai. Et n'hésitez pas donc à prendre la parole en ligne. On va donc passer aux questions et interagir en direct. Moi, j'ai une question donc pour toi, Catherine. Donc, tu as mentionné donc les collaborations entre les agences nationales. Est-ce que au niveau européen, l'agence ETSI Mm. a un rôle et lequel? Et si ben, la NRF voilà, donc, se coordonne avec elle Alors sur la l'ensemble NFR, donc des frontières. ouais. Bah, l'ETSI, oui, oui, c'est beaucoup les normes et autres, donc on travaille avec elle, on la voit participer aussi à des groupes de travail européens ou autres, à la CEPT, hein, on participe beaucoup à la CEPT, nous, hein, la conférence européenne des postes et télécommunications, qui est plus vaste que l'Europe, hein. Mais l'ETSI est un acteur de pas mal de sujets, donc et c'est une évidence parce que, en fait, les évolutions de technologie, les nouvelles bandes de fréquences, enfin, tout ça, ça se fait pas sans nouvelles normes. Donc l'ETSI a un rôle vraiment important, qui est peut-être voilà, qui est besoin d'être encore renforcé, je pense, en fait, ou encore mieux connu aussi. Mais il y a beaucoup d'industriels, hein, c'est pas du tout le même genre de cercle, je dirais, que la CEPT, où vous allez retrouver les régulateurs, les gens qui s'occupent des fréquences dans les administrations. L'ETSI, ça regroupe effectivement bah, l- les administrations, mais aussi des industriels. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment le développement de normes et d'études. Mais ça, c'est les travaux, ça joue beaucoup dans les travaux internationaux euh, que mène la l'ANFR pour la planification du spectre et toutes les nouvelles bandes de fréquences qui arrivent et les règles qu'il faut mettre et les normes et les DFS pour le Wi-Fi, etc., quoi. Hein. Je sais pas, je t'ai pas répondu tout en détail, mais voilà, c'est quand même c'est un élément essentiel du paysage. Mhm. Ouais, c'était plutôt dans la question donc, de éventuel arbitrage entre deux agences nationales sur l'exploitation du spectre dans le cas donc, de brouillage, si où il y a une autorité telle que l'ETSI qui peut intervenir ou Ah, mais en cas de pas. brouillage, on est l'autorité. Quelle serait l'autre autorité avec laquelle on, j'ai pas compris, on Oui, pourrait. s'il y avait un désaccord éventuel Oh entre bah, un deux tribunal, hein. pays, Ah, deux tribunal, pays. ok. Ah, deux pays, c'est Oui, limité. Ah, deux pays, c'est c'est limité. Donc, c'est limité. brouillage Ouais, aux c'est frontières à ça. ce moment-là. Brouillage Voilà, c'est interne, ça, c'est brouillage un aux seul. frontières Si européennes, hein, vraiment je les gens sont parle. pas contents et comme ça peut être judiciaire, bah là, après, c'est les tribunaux. D'ailleurs, on a Mhm. gagné contre un radioamateur après un procès, un deuxième procès en appel, parce que lui, il menace de mort sur les ondes, etc. Bon, bref. Mais ça avait été une belle affaire compliquée. Mais donc voilà, nous, ça va aller sur les tribunaux, parce qu'on va être dans du judiciaire, si ça va jusque-là, on va dire. Des fois, ça se règle à la Julien Courbet. Et puis, Mhm. mais si on a un problème de brouillage, d'abord un brouillage entre pays, mais que ça ne se règle pas, on va demander à l'unité d'intervenir. Ça va être plus après du gentleman agreement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de pouvoir vraiment de sanction ou judiciaire, par contre. Voilà. Et puis après, on peut toujours, après, il peut y avoir d'autres juridictions dans des cas de brouillage parce que ça va atteindre des aspects économiques. Donc les gens peuvent après faire appel à d'autres types d'autres plaintes dans d'autres instances, dans d'autres codes, on va dire. Parce qu'on peut avoir un brouillage, mais des effets peuvent impacter être d'autres infractions. Et du coup, peut-être, voilà, jouer là-dessus plutôt que sur simplement le spectre. Ça peut arriver aussi. Mhm. Par exemple, les IMSI catchers, il y a du brouillage, l'utilisation de fréquences sans autorisation dans cette affaire, mais il y a surtout escroquerie en bande organisée, quoi, on va dire. Voilà. D'autres questions? Pas de Oui, je questions? reviens aux Jeux olympiques. Finalement, ça s'est pas trop mal passé. Hum, c'est bien passé, ouais. Ah ouais, c'est bien passé. Non, franchement, je pense que tout le monde est content, hein, parce que même la cyber, ils ont fait leur bilan. Enfin, je pense qu'il y a une préparation terrible, en fait, hein, Ouais, vraiment intense. Bon, il y a toujours de la chance aussi, hein, on n'a pas force, parce que voilà, si quelqu'un veut vraiment nous ennuyer, on peut toujours faire des choses, hein, mais voilà, ça c'est.
brouillage classique qu'on a eu, quoi. Plus classique, bon, des choses quand même, des fois un peu tordues, mais pas, voilà, pas offensif et qu'on a réglé. Alors, Donc, JO d'hiver 2030, oui, avez-vous une idée? je pense que oh, bah, déjà le lieu est plus petit, donc ce sera quand même, ce sera plus simple à mon avis, mais je pense qu'on y sera, on verra. On s'occupe des grands événements, hein, donc on gère les fréquences, on a fait la Coupe du Monde de rugby. Euh, Bah, de temps en temps, il y a des brouillages, parce que la Coupe du Monde de rugby, je crois qu'il y avait un arbitre, il y avait des problèmes, parce qu'il y a quelqu'un qui avait un micro sans fil à l'extérieur, qui l'avait réutilisé. Mais, euh, mais bon, voilà, c'est saturation, même bande, etc. Donc, on fait le Tour de France, on fait tout ça. Donc, il y a toujours les risques. Et c'est vrai que la problématique de grands événements, c'est la diffusion en direct, surtout dans ce cas-là des JO. Enfin, Ouais. il faut que ça fonctionne, quoi. Donc, c'est surtout ces fréquences de médias, quoi. Mais bon, voilà. Moi, je pense que tout le monde est content. Il y a pas eu d'image noire. Bon, d'autres questions? Peu de questions? Sinon, Mais on va c'est vrai que les s'arrêter là. JO, oui, je pense que tout le monde aura attendu un petit bilan, mais C'est bien. je l'ai pas fait. On a commencé à le faire et je ne veux pas déflorer ce que d'autres personnes sont en train de préparer chez nous, mais peut-être qu'une autre fois, on en parlera. Avec Dans la plaisir. liste des enquêtes, on mettra des choses. Oui, 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 ce sera intéressant de débriefer, de nous débriefer la situation. En tout cas, En tout cas, bravo. merci. Merci Quand on pourra beaucoup. en parler. Oui, merci Catherine. En tout cas, c'est vraiment très, très intéressant. Oh, oui. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter Tout là. à On fait. respecte les horaires. Et Absolument. On puis, arrive donc oui, à 20 heures. Pile poil. oui. Ok. Merci à tous. Alors, donc pour votre assiduité et vos questions. Merci donc à Catherine. Et donc, on vous accueillera, on vous souhaite donc une bonne soirée, bonne semaine. Vous vous Et inscrivez puis, maintenant pour la prochaine voilà, fois. dès demain. Oui, dès demain. Il J'ai y en a juste pas une mal petite une remarque. personne qui s'est inscrite tout de suite déjà. Donc, c'est très Juste une bien. petite remarque, on a Oui, parlé du livre Brouillage d'ondes, merci Gérard, mais il y oui. a les enquêtes de la NFR tous les mois, enfin, qui reprennent. Et donc, il y a des nouvelles enquêtes, hein, qui sortent régulièrement. Je les repose sur LinkedIn à chaque fois, juste pour info. Voilà. Merci Pour Catherine. pour ceux qui sont curieux, bien sûr, uniquement, hein. Merci Catherine. Merci à tous. Et donc, à dans 3 semaines, un mois à peu près. Et ne Avec un manquez pas de vous avocat, ouais. inscrire. Ça va être